Tu me dois un cri, tu te souviens? Attention, je vais crier très fort. Cette mission est terminée. Il n'en est pas question, je suis pas critique, moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Movie Goals, le podcast pour cinévorants tout genre. Salut Damien. Salut. Enfin, ça faisait longtemps qu'on en parlait de faire un podcast. Ouais, après moult tests. Exactement. Ouais, c'est ça. ça. Ça y est, là, on est parti sur le premier épisode qui va Voilà. porter sur les linceuls. Les linceuls de Shrouds de David Cronenberg. C'est ça. Alors. On commence pas par le pire. Non, ça va. Ça pour le coup, ouais. C'est cool. Bah, c'est vrai que nous, on voulait quelque chose qui est assez. On a pris du temps avant de se décider quel angle on a porté. Est-ce qu'on parle de films comme ça un peu au hasard? Est-ce qu'on va un peu se caler sur les sorties? Et je pense on est arrivé à un compromis. On va faire un peu des deux. C'est ça. En fait, ça faisait longtemps pour un petit peu contextualiser parce que c'est notre première. Donc, on est deux copains de longue date quand même. Maintenant, ça va faire pas mal de temps, de potes cinéphiles. 2019. 2010. On s'est rencontrés en 2019. Ouais, je crois. Ouais. Et on a commencé à parler de ce podcast. Je sais pas, il y a quelques temps après. Quasi dès le début, ouais. 2020-2021. Ouais, c'est ça. Et on a un peu mis du temps, mais on commence enfin, on est très très content. Moi, je suis content, franchement. Ouais, je suis content aussi, je suis très content. Et donc les linceuls de Shrouds de Cronenberg. Alors l'idée c'est une discussion autour du film, du réalisateur. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui nous a intéressé dans le film? Et voilà quoi. Voilà. Et là, j'insiste sur la notion de discussion. Ouais. Pas de débat, pas forcément d'analyse, enfin même si évidemment il y a une part de ça. C'est ça. C'est vrai, ouais, nous on veut, voilà, c'est plutôt ouvrir une discussion, parce que c'est vrai que la notion de débat c'est hyper clivant, ça veut dire qu'il y en a un qui est totalement oui, voilà, c'est blanc, ça. un totalement noir, non, c'est discuter, et je pense d'ailleurs que cette notion de discussion on va l'étendre avec d'autres personnes en fait. On espère en tout cas, on aimerait, c'est vraiment un vœu de notre part. Voilà, mais c'est vraiment parce que nous on se dit pas critique. Non, voilà, pour préciser, on se voit pas comme des critiques, vraiment, on est avant tout des passionnés, et notre podcast, il est radiophonique, Ouais. voilà, purement. Et on voulait retranscrire toutes les discussions qu'on a, toi et moi, en vocal sur Insta. C'est ça, voilà, en gros, c'est ça. Hein, voilà, ouais, c'est ça, voilà. Partager ça, parce que voilà, on aime ça, on aime s'en parler, on s'est dit que ça pouvait être intéressant voilà, on s'est dit que le podcast pouvait nous servir à ça, et parce qu'on aime nous-mêmes en écouter, en fait. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai qu'on est consommateur. Exactement. Mais, oui, c'est vrai que nous, si, on est consommateur, oui, tu peux le dire. On est consommateur. Voilà, non, mais c'est vrai que moi, j'aime les podcasts déjà longs. En fait, j'aime la notion de temps long. Ça veut dire je suis face à des gens qui ont des choses à dire. Voilà, et j'aime écouter des gens parler de cinéma aussi. J'aime pas, je préfère ça que de m'écouter parfois, mais. Notre optique, c'est moins le TikTok, le short, que le podcast, voilà, un peu plus dense. Ou la vidéo YouTube, la review. Ouais, voilà, c'est ça, la vie à chaud. Qui fait max 20 minutes. Attention les pics, on commence à attention les pics. Oui, c'est vrai que là, on commence. ouais. Bon, non, mais bon, on aura tout le temps On aura tout le temps, oui. Non, voilà, nous, oui, ce qu'on veut, c'est produire quelque chose, ouais, sur le temps long avec lequel on peut développer. Tout à fait. Voilà. Et se questionner sur le film, sur notre rapport au film, au réalisateur, de comprendre nous deux, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, de converser autour de ça. Ouais, c'est ça, c'est de comprendre des choses, de te faire comprendre des choses un peu mutuellement, et puis de les faire comprendre à ceux. Et si le débat arrive, évidemment, c'est aussi intéressant. Oui, complètement, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'est pas. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des goûts quand même similaires, et parfois on a quand même des points de divergence. Donc voilà, les débats vont arriver. Voilà. Et aussi un des objectifs de ce podcast, c'est aussi la découverte, la notion de conseils, de recommandations, peut-être un petit peu. Ouais. En fait, c'est de créer des ponts. C'est vrai que moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est dans les films, dans le cinéma, mais dans la culture générale, c'est que une œuvre, c'est une porte, t'ouvres une porte, on a 3 derrière. Bien sûr. C'est ça, et c'est ça que j'ai envie d'utiliser, c'est qu'en fait, voilà, tu à partir de quelque chose, tu peux en recommander 4 ou 5 autres, que ce soit un auteur, des œuvres qui font penser, un style, un mouvement, une époque, j'en sais rien, voilà. Et c'est vrai que ça, en partant de choses qui parfois sont un peu plus grand public, essayer d'aller vers des choses un peu plus pointues. C'est avant tout la curiosité, je pense, qui nous a amené à ça. C'est quand tu parles, moi, ta métaphore de la porte, c'est totalement, c'est totalement ce que je vois. Et l'idée, c'est peut-être pas de se cantonner à qu'une seule porte et d'en ouvrir plusieurs, et si ça nous intéresse, de continuer, quoi.
C'est un retour de notre vision peut-être de la cinéphilie. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, en fait, on essaie on va essayer de faire véhiculer une vision de la cinéphilie qui est la nôtre. C'est ça, exactement. Voilà, c'est pas, c'est avant tout une vision de la cinéphilie plus qu'une vision de la critique ou de. Voilà, complètement, exactement. C'est vraiment une vision de, voilà, quoi, des conversations qu'on peut avoir en sortie de cinéma. C'est ça. Voilà. Et de l'étendre un petit peu plus. Voilà. Ouais. Et de l'étoffer quand même. C'est ça. Et apporter des choses. Et donc aujourd'hui, bah voilà. Donc, sinon, je m'appelle Damien et toi, c'est Warren. Oui, merci Damien. C'est vrai qu'on l'a pas dit. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Bah non, on l'a pas dit nos prénoms, je crois. Bah, putain, en fait. Ouais, t'as vu, première erreur. Ouais, mais je me suis dit, les gens, on s'en fout des prénoms, tu vois, ils veulent. Ouais, mais c'est bien de nous identifier. C'est bien de nous identifier. Bon, bah écoute. Et puis on va être très connus. C'est vrai. Ouais, c'est l'idée. Bien de nous, voilà. L'idée du podcast, c'est d'amasser le plus de fric possible. C'est ça. Voilà. D'avoir une certaine fame. Voilà, c'est ça. Il faut donc un prénom, c'est bien. Voilà, donc allez-y les gens, mettez. Écoutez-nous et partagez. L'enfer. Mais non, mais en tout cas, on commence par un film qui est sorti il y a pas si longtemps, du coup. Donc, 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Et donc, le dernier film de David Cronenberg, Les Linceuls, de Shrouds. Le film, on en a entendu. Moi, la première fois que j'ai entendu parler, c'était en 2022. Si je dis pas de bêtises. En fait, il finissait les Crimes du futur. Oui. Et en fait, c'est ça qui m'avait complètement troublé, parce que si on contextualise 2 minutes, on peut se dire que quand même Cronenberg, c'est un des metteurs en scène, du coup encore en activité, qui tourne encore, mais qui n'avait pas fait de film depuis 2014. C'est-à-dire que son activité, quand même, elle s'était arrêtée avec Maps to the Star en 2014, et il s'était arrêté pendant longtemps. Il avait dit que c'était probablement son dernier film, en tout cas c'est ce qu'il croyait. Et en 2017, il perd sa femme. Et je crois avoir compris que c'est ça en fait qui l'a fait redémarrer en fait. Et on le sent, en tout cas, avec ce film là c'est évident, c'est ça, mais avant de faire ce film là il fait Les Crimes du futur, donc je crois que c'était en 2021-22, c'est ça à peu près, c'était c'est très récent, et donc on était tous moi j'étais très enjoué de me dire putain, parce que j'aime absolument ça, je l'avais pas pu le voir au cinéma, j'étais trop jeune, et de me dire putain, je vais pouvoir voir un film de Cronenberg en salle, en être vraiment contemporain, tu vois, c'est quand même hyper, c'est intéressant, c'est bien, c'est comme voir le dernier film de Spielberg, un film de Clint Eastwood, de se dire on est contemporain avec une partie de la filmographie de ses maîtres en fait. Sortie au ciné. C'est quand même c'est génial quoi, et donc Les Crimes du futur, donc son avant-dernier film, pénultième, et quand il a annoncé Les Linceuls, il l'a annoncé très très vite, je me suis dit il repart tout de suite quoi, donc c'est quand même hyper intéressant. Alors la question ça va être, est-ce qu'il va refaire un film après celui-là, parce que franchement quand on le voit on se dit que c'est peut-être le dernier, ce serait cohérent, mine de rien. Mais je crois qu'il a pas fermé la porte. C'est ça. Comme Coppola quoi. C'est-à-dire que c'est ça. Mais ces mecs-là, en vrai, tu parlais de cinéastes, t'évoquais là un peu les cinéastes un peu vieillissants. J'ai l'impression qu'ils ferment pas la porte ils mettent rarement un point final, alors en tout cas c'est ce qu'ils croient. Ils mettent rarement un point final, mais il y en a quand même, comme Cronenberg, comme moi je me rappelle Adrian Lyne aussi, qui avait refait un film avec Ben Affleck et Ana de Armas, qui avait pas fait un film depuis, je sais pas, peut-être 20 ans, un truc comme ça. Et il revenait, ça fait partie de ces metteurs en scène quand même qui ont fait une longue pause, t'en as qui sont jamais revenus, et t'en as comme Coppola, comme Cronenberg, et c'est intéressant de les revoir, et pour nous de pouvoir les découvrir en salle tout à fait, au moment de leur sortie quoi. Donc là, Les Linceuls, alors on peut peut-être résumer rapidement le film. Alors attends, moi par contre, j'en avais entendu parler à peu près en même temps que toi. Ok, on a entendu. C'est vrai que moi, il y avait les retours cannois qui m'avaient beaucoup intrigué. Ah oui, alors Cannes, quand il a fait, c'est ça, faut en parler. Il a été présenté à Cannes, d'ailleurs on enregistre, c'est l'ouverture de Cannes 2025. On est le 13 mai. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il a été présenté il y a un an. Voilà. Et c'est vrai que les retours... C'était mitigé quand même. C'était mitigé, oui. Non mais vraiment... Mais après voilà, Cannes c'est quand même un climat assez particulier, parce que les mecs ils s'enquillent des films, une dizaine de films en 5 jours, tu vois, voilà. Et surtout c'est vrai que le cinéma de genre, même Cronenberg, est toujours reçu de façon assez curieuse parfois. Donc c'est vrai que voilà, mais c'est vrai que moi les retours m'avaient intrigué. Parce que c'est vrai que parfois c'est un peu bon signe. C'est un peu bon signe. Après Cronenberg c'est particulier parce qu'il est après c'est un habitude Cannes. Maintenant depuis pas mal d'années, ce qui n'était pas le cas avant. Donc n'était pas le cas avant, depuis qu'il a eu un virage un peu plus dans le psychologique, esthétique, thématique, tout à fait. Voilà. C'est depuis ce virage là. Donc et oui, donc c'était très mitigé, c'est vrai, mais du coup oui, quand tu dis, c'est marrant parce que tu dis que ça fait un an, et du coup le film il a été repoussé, on l'a eu tard en France. Je crois qu'il devait sortir beaucoup plus tôt. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a eu des couacs
qu'il a été repoussé. Je sais pas à quoi c'est dû exactement. Je sais pas non plus. Mais ouais, il a été repoussé. Je crois qu'à la base, il devait sortir en fin d'année. L'année dernière, et après il a été repoussé à janvier, puis là on vient de l'avoir, mais ouais, on l'a reçu très très tard. Mais ouais, on a bien suivi. suivi. Box office là, parce que là on est quand même à 2 semaines de la sortie. On est quand même à 2 semaines. Écoute, j'ai pas regardé, j'ai pas vu de chiffres. Par contre, je peux nous on l'a vu ensemble la première fois en salle. Moi, j'ai revu une deuxième fois ensuite. Donc on n'est vraiment pas critique et journaliste. Non, vraiment pas. Ah bah non. Là, il faut pas. Bah non, évidemment. On le voit. Attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, on se renseigne avant. Comment t'appelles Cronenberg? Non mais c'est vrai, mais en même temps je vais te dire que moi si je prends mon cas particulier, Les Linceuls c'est peut-être le seul film que j'ai vu dans le mois, le seul film sortant, c'est-à-dire que entre guillemets qui faisait partie des nouveautés du mercredi du mois. La majorité des films que moi je me bouffe c'est des rétrospectives, des films qu'on dit vieux, mais j'aime pas ça, je vais plutôt utiliser le terme des films sortis plutôt que sortants. Et voilà, des films de quartier, de cinéma de quartier, voilà. Comme quoi, la Cinémathèque. La Cinémathèque, on est de Paris, enfin en tout cas pour le moment. Oui. Et donc voilà, et donc là, Les Linceuls, c'était le seul film que j'attendais, un des rares films de l'année que j'attendais, donc j'y suis allé. Et c'était la salle dans laquelle on l'a vu, c'était pas hyper rempli, mais en plus, c'est l'UGC Léal, première semaine. UGC Léal, première semaine, mais il y avait pas, jeudi, il y avait pas tant de monde que ça. Oui, c'est vrai. Donc je sais pas ce que ça augure. Je saurais pas dire, mais bon, Les Crimes du futur, je crois savoir qu'il était pas resté hyper longtemps non plus. Ouais, ça avait marchouillé. C'est ça, voilà, donc je pense pas qu'il va y avoir un destin hyper long, mais bon. Moi je lui souhaite, hein, franchement. Mais c'est pas un cinéaste qui est voué à rencontrer le succès public. Le problème c'est surtout ce film-là, quoi. Surtout ce type de film-là, je pense que ça s'adresse à un public, soit un public qui va provoquer l'adhésion, donc plutôt des fans. Et alors sinon, ça va questionner, mais vu que les retours, surtout post-sortie, sont, en tout cas j'en ai parlé avec quelques personnes, sont pas forcément unanimes sur le film, mais c'est justement aussi pour ça qu'on l'a choisi, c'est-à-dire que c'était peut-être le film qui nous intéressait le plus, et on s'est dit que voilà, Cronenberg quand même, c'est bien de parler de Cronenberg quand même. Oui, c'est intéressant. En plus c'était assez calme parce que là, parce qu'on est avant Cannes, donc il n'y a pas énormément de sorties, et là il y avait ça aussi, et on s'est dit il y a un auteur comme ça, voilà, il faut y aller, quoi, quand même. Donc Les Linceuls, de quoi ça parle? On peut peut-être le résumer vite fait. Donc alors c'est l'histoire d'un homme d'affaires qui s'appelle Karch, qui est interprété par Vincent Cassel, qui a perdu sa femme. Je crois qu'elle est morte d'un cancer dans le film, c'est ça, hein, elle est partie, je crois que c'est ça. C'est cancer, carrément. Elle a eu un cancer, c'est ça. Et voilà, et donc une expérience traumatique pour lui. Il n'arrive pas à s'en remettre en fait. Hein, c'est vraiment une des thématiques du film, c'est le deuil, la mort, donc c'est voilà. Et en fait, alors c'est un homme d'affaires, un entrepreneur, et en fait il va créer une technologie qui s'appelle GraveTech, si je dis pas de bêtises, donc quand même technologie des tombes, c'est quand même assez, voilà, c'est très clair, et en fait ce qui permet aux gens, en fait, voilà, donc en fait il a parce qu'en fait concrètement ce qu'on comprend dans le film, c'est qu'il a des sortes de partenariats avec les gens, voilà, avec lesquels il travaille, et il y a des gens qui viennent lui proposer ses services, et on voit qu'au début du film sa technologie commence à se propager dans plusieurs pays, en Islande, voilà, Reykjavik, tout ça, et en fait sa technologie permet quoi? De pouvoir se connecter aux tombes des proches, et en fait de pouvoir avoir sur son portable de pouvoir rester en contact, en fait. Voilà, une image du cadavre en train d'évoluer, de dépérir. De dépérir, voilà. De nécroser. Exactement. Voilà. C'est ça, et l'idée c'est que en fait un jour parce qu'en fait voilà, il a construit un restaurant qui s'appelle du coup qui porte le nom du film, qui s'appelle The Shrouds, et juste à côté il y a le cimetière. Il y a plusieurs tombes, et un jour ces tombes-là sont profanées. Voilà, il y a une histoire de complot. Et derrière à partir de là, c'est ça. En fait, l'intrigue se démarre vraiment à partir de là. Il y a une accroche, voilà, peut-être mais ça arrive très vite en plus dans le film. Les tombes, cette séquence de tombes profanées. Il reçoit une vidéo où en fait, voilà, c'est un point de vue subjectif d'un mec qui a complètement niqué les tombes. Il y a une sorte de thriller là qui s'ouvre.
une enquête, voilà, où lui il va mener son enquête et voilà, de comprendre pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on vise lui, voilà, est-ce que la tombe de sa femme a été profanée comme les autres, qu'est-ce qu'on recherche par rapport à ça, est-ce qu'il y a voilà, ça va ouvrir une sorte de conspirationnisme, voilà, de thématique conspirationniste, et en fait voilà, on va essayer de comprendre ça tout au long du film, qui dure 2 heures d'ailleurs. Oui. Cronenberg, il a toujours fait des films quand même assez le long entre guillemets, voilà. Oui, Enfin, oui, il a oui. pas, en tout cas ça voilà. Bah, il y a peu de films vraiment resserrés. Ouais. Voilà, C'est vrai. j'en connais. C'est vrai, Ouais. complètement. Peu importe en général, peu importe ses thématiques, peu importe ses Ouais, sujets, ouais. il a besoin Ouais. globalement Il a d'1h45 de 2 heures pour les traiter, donc Oui, oui. c'est ça. Ouais. Et donc alors pour commencer, un des trucs qu'on pourrait un peu évacuer, c'est que c'est assumé. En tout cas, le personnage de Cassel est assumé, le film est assumé comme une représentation de Cronenberg. C'est pas dit à demi-mot, subtilement, etc. Non, Cassel, il a la gueule de Cronenberg, il a la coiffure, il a le look, Absolument. Il a tout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment un miroir de Cronenberg, voilà, et il assume à travers plusieurs répliques, comme il dit, j'ai fait de ma vie, enfin j'ai gagné ma vie en utilisant les corps. Ça c'est Dan voilà. Cougar dans le film qui lui dit ouais. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est complètement assumé comme tel. Donc il y a une sorte de thérapie en fait dans ce film qui peut-être un peu trop thérapeutique de certaine façon. Ouais. Voilà. Et donc moi ce qui m'étonne c'est qu'il aurait pu se présenter comme un artiste, ce qu'il est, mais il utilise c'est pas exactement ça, voilà. Bah voilà, c'est ça, c'est une sorte de Elon Musk un peu, je trouve, il y a un truc un peu comme ça. Donc c'est assez marrant qu'il choisisse cette figure-là pour parler de lui. Bah, c'est ce qui est, à mon avis, intéressant dans le film, c'est son rapport moins à la chair qu'à la technologie, en fait. Je pense, c'est ce qui est intéressant dans ce film-là précis, en fait. Ouais, c'est que l'homme qui a le plus traité de la chair dans ses films, du corps, des organes, tout ça, donc un metteur en scène purement organique, aujourd'hui, te dit quand même, voilà, c'est par la technologie que j'ai envie de faire ma thérapie, si on suit ta logique. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai qu'après, moi, je trouve qu'il y a toujours un lien corps-technologie, souvent, enfin, je veux dire, enfin, pas toujours, souvent, Existence, par exemple, quoi. Il y a toujours eu un lien, et surtout, là, on parle quand même d'un gars qui te laisse voir une fenêtre sur un corps en décomposition. Et pour moi, il le dit clairement, hein, c'est la note d'intention d'une grande partie de la carrière de Cronenberg, quoi. C'est nous laisser nous laisser une fenêtre, c'est nous laisser avoir un regard sur les corps. Et donc, je pense que, je sais pas si la technologie prend le pas sur l'organique, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un dialogue qu'il y a toujours eu dans sa carrière qui est encore là, présent. Ouais, mais la fenêtre dont tu parles dans Existence, elle fait partie pour moi intégrante du récit et de l'intrigue, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de deuil. Enfin, en tout cas, il y a pas. C'est-à-dire que le deuil et la mort, même s'il en parle souvent dans ses films, là pour moi c'est vraiment le sujet et il le traite. Enfin voilà, c'est vraiment. Bien sûr. C'est on va dire c'est-à-dire que la conception de la mort dans son film, il va lui laisser une place énorme. En fait, par rapport à d'autres films où en fait c'était soit une articulation, soit voilà, soit c'était une conséquence voilà, d'un acte ou de quelque chose, d'une action, d'un choix d'un personnage. Là, c'est vraiment l'âme du film. Tout à fait. Donc voilà, et alors peut-être parler, voilà, vous commencer un petit peu à notre rapport sur le réalisateur, comment on l'a découvert, tout ça, comment tu as découvert un peu Cronenberg. Alors, je l'ai découvert. Moi, c'est un réalisateur, contrairement à d'autres, il y en a, tu les découvres et tu t'enquilles un peu tous les films derrière. Non, là, j'ai vu La Mouche, je pense, comme beaucoup de gens en premier. Ça devait être au début lycée, un truc comme ça. Et je les ai. Alors aujourd'hui, je les ai presque tous vus. Je les ai vraiment découverts, vraiment éparpillés dans le temps, quoi. J'ai pas eu je sais pas si ça révèle quelque chose, mais j'ai pas eu une période Cronenberg comme on peut avoir souvent quand on découvre un réal, voilà, où je me suis enquillé. Il y a pas un moment, il y a des films de lui qui me passionnent, mais j'ai pas eu une période vraiment où je sentais vraiment que je devais tout regarder d'un coup, voilà. Donc c'est intervenu, début lycée, et donc il a émaillé un peu toute mon adolescence, on va dire ça comme ça, voilà. Oui, parce que c'est quand même un nom, Cronenberg, qui, quand on commence un petit peu à s'intéresser au cinéma, quand on commence à regarder des films, à se renseigner un petit peu sur à découvrir de nouveaux noms, de nouveaux réalisateurs, Cronenberg, c'est quand même un des noms qui moi, je sais qui arrivait très très vite, en fait. Moi, quand j'étais au lycée et que j'avais une option cinéma, est-ce que c'est par
uniquement par celle-ci ou par la vision sur YouTube de gens qui parlaient déjà de cinéma à l'époque. Je sais plus exactement par où c'est arrivé, ou alors est-ce que j'ai trouvé un DVD, tu vois, et que j'ai commencé à découvrir Cronenberg. Mais par contre, c'est un nom qui tout de suite, voilà, David Cronenberg, c'est arrivé très très vite, et c'est quand même un nom très très important, très réputé, hein, qui a une influence très très importante dans le cinéma de son époque, et qui a une influence sur son contemporain. Complètement, mais en plus, bah, ce que tu disais, c'est que nous, on a dû attendre assez tard pour vivre une sortie. Ouais. Donc peut-être il y a ça qui a fait qu'on l'a découvert sur le tard. Mais c'est vrai que oui, c'est un cinéaste qui revient quand on parle de cinéma de genre, cinéma d'horreur, même si il y avait pas de mode Cronenberg dans les années 2010, quoi. Oui, voilà, c'était clairement ça, pas. Oui, c'est ça, oui, exactement, voilà. Et oui, c'est malgré tout, c'est un nom, oui, qui revient. Comment dire, c'est pas. Je pense qu'il est dans la bouche de beaucoup d'étudiants. Quand on s'intéresse au genre. Cinéma, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il est dans la bouche de beaucoup d'ados, d'étudiants en cinéma, etc. C'est pas. En vrai, je trouve, même si c'est un cinéaste que je trouve exigeant, etc., c'est quand même un gars qu'on découvre. Il n'y a pas à pousser bien loin. Je trouve qu'il arrive assez vite. Dans notre horizon. Surtout quand on aime le cinéma de genre, d'horreur, etc. De monstres. Body horror, de monstres, etc. Ce qui, j'ai l'impression, quand t'as un garçon, traditionnellement, quand tu commences dans l'enfance le cinéma, t'as un peu deux virages qui se créent, le cinéma d'action et le cinéma d'horreur, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que je l'ai découvert, qui fait que je l'ai découvert un petit peu plus tard que d'autres, par exemple. Mais oui, c'est un réal qui, mais qui s'impose assez vite, mais pour des films, parce qu'il y a un côté Cronenberg, et là c'est pas le cas du film dont on traite aujourd'hui, il y a un côté Cronenberg plus spectaculaire quand même. Il y a de ça dans le. Tu parles de sa première période, je pense. Voilà, oui, exactement. Voilà. Il y a un Cronenberg spectaculaire, il y a un Cronenberg qui tâche, il y a un Cronenberg viande sur les murs, etc. Et pour moi, on n'est plus dans cette période-là du tout, vraiment avec les linceuls et même les crimes du futur juste avant. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà, en général, on le sépare en 2-3 parties, mais c'est en général, voilà, c'est d'abord de son intérêt pour le body horror, en fait, ce qui va faire sa réputation, ce qui va donner sa réputation, avec ses films les plus connus comme La Mouche, Ridéodrome. C'est aussi pour ça que quand on le découvre, en général, nous, quand on était au lycée, c'est un réalisateur sensationnel. Voilà, et puis surtout, c'est un metteur en scène très identifiable. Donc en fait, on arrive tout de suite à voir tout de suite, et donc on découvre La Mouche. Moi, pareil, comme toi. Hein, moi, la différence, c'est vrai que en regardant La Mouche, en regardant Vidéodrome, je me suis tout de suite, peut-être même Existence. Je crois qu'Existence aussi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je me suis tous enfilé très très vite. Ça fait partie vraiment de ces metteurs en scène, voilà, comme des metteurs en scène comme Shyamalan, comme Verhoeven, où en fait j'ai tout bouffé d'un coup parce que ça m'intéressait énormément sur l'instant. Pas encore aujourd'hui, hein, mais en tout cas, ouais, sur l'instant, quand t'es ado et que tu commences à t'intéresser vraiment à des noms, entre guillemets, voilà, qui ont une importance, une influence, c'est Cronenberg, ouais, il arrive très très vite, et je me rappelle avoir bouffé tous ses films, sauf un, qui était introuvable à l'époque, je me rappelle très très bien. Même ses premiers films, quand il démarre à la fin des années 60, avec Stéréo, comme ça de futur, qui est l'un des premiers courts-métrages, et pas celui qui est sorti avec Viggo Mortensen plus tard, qui sont des premiers films, tu les as vus, ces premiers films qui sont des films d'étudiants faits avec rien, qui sont des films un peu compliqués à voir aujourd'hui parce que c'est déjà qui ont été remasterisés depuis, je crois, mais qui sont qui sont disponibles où, tu sais, qui sont disponibles. Alors je crois qu'il y a une édition Arrow Vidéo en Blu-ray qui en gros regroupe, c'est soit Arrow Vidéo, soit une autre boîte, mais vraiment dans la même filiale, tu vois. Et il y a une distance en physique. Il y a un Blu-ray, il y a un Blu-ray pour Stéréo, pour ses premiers films. Peut-être pas pour tous, hein, en tout cas pour les plus reconnus par les académies ensuite. Voilà. Et voilà, et ils étaient même ceux-là, on pouvait les trouver, mais alors il y en avait un, je me rappelle avoir fait mes pieds et des mains pour le trouver sur internet, en streaming, en DVD, c'était introuvable, et il repassait même pas au cinéma. C'était M. Butterfly. Avec Jeremy Irons. Oui, mais je pense que j'ai eu la même quête fut un temps. Ce film-là, je me rappelle, c'était complètement dingue. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'existait pas de Blu-ray américain, il n'existait pas d'import, ou alors peut-être un import chinois, mais qui était introuvable à l'époque des années 2010. Je veux dire, c'était très compliqué. Et en fait, le film, donc c'est une adaptation de la légende, voilà, très connue, qui est donc Madame Butterfly, voilà, et là, donc je crois que c'est un film qui réalise en 1596 avec Jeremy Irons. Et en fait, avec la sortie de son film Les Crimes du Futur, il y a quelques années, ils ont fait une rétrospective, et enfin le film a pu sortir. J'avais découvert en Grande Action à Paris.
J'étais pas encore Et, à Paris, donc je l'ai vu. voilà. Et c'est, je pense, un des plus beaux films de Cronenberg. D'accord, ok. Ah, bah, Une vraie tragédie. C'est une je vraie note. tragédie. C'est vraiment un très très beau film. Ok. Donc voilà. Et depuis, ouais, j'ai pas. Il y a eu une édition physique aussi, Bah, j'imagine, si c'est ressorti. Et J'imagine bah, que derrière. non. Ah ouais? Non. Ah, ok. Non. Là, en tout cas, j'ai pas. Ah, ok. Pourtant, traditionnellement, c'est vrai que quand il y a une ressortie. Il y a une ressortie, mais je crois que c'est pas un nouveau master. Donc en fait, c'est juste ok. voilà, Ouais, ils c'est juste pour ont faire des récupéré une ok. copie, tu vois, et D'accord, ok. voilà quoi. Donc malheureusement, mais peut-être un jour. Mais bon, et après, il repasse du Cronenberg là. En ce Existence moment, a été justement. restauré récemment, Ouais. Spider Oui, aussi, Existence l'année dernière, je crois. Je vais le revoir. complètement. Ouais. Donc Ouais. parce qu'il y a eu une rétrospective avec les linceuls à la Cinémathèque et Voilà. Cronenberg a présenté Ouais, oui, c'est vrai. son film et ils ont repassé pas mal de films avec des nouveaux masters. Ouais, ok. Donc ouais. Oui, bah en tout cas, voilà, ça prouve que c'est un cinéaste qui est souvent, qu'on va souvent repasser, enfin voilà, dans des rétrospectives, qui va, voilà, on va pas hésiter à faire des rééditions, des remasters, etc. Donc ça prouve un peu aussi l'importance du cinéaste. Hein. Moi, c'est un signe. Mais malheureusement pas pour tous ces films, c'est-à-dire que je pense que Forcément. on arrive à l'identifier parce qu'il a un nom et une réputation et on va dire une importance pour le cinéma de genre et surtout du cinéma d'horreur, enfin du cinéma d'horreur, surtout avec des films comme La Mouche, Vidéodrome, Rage, tout ça. Voilà, j'ai l'impression qu'on le retient pour quelque chose d'assez plastique plus qu'autre chose. J'ai l'impression qu'on le retient pour ces choses-là, en tout cas dans Ouais, le mais grand pas public ou qu'on s'y attaque, etc. Il y a un truc alors que il y a un virage plus psychologique qui se fait 90 2000 un peu comme ça, voilà. Et c'est vrai que là je trouve que depuis Les Crimes du futur et celui-là, on est dans quelque chose de plus émotionnel que psychologique. Après Map to the Star, en fait, voilà, toute cette période là, on est quelque chose de beaucoup plus psychologique, beaucoup plus thérapeutique, beaucoup plus là c'est ce film là c'est le pinacle de ça. Et c'est vrai que c'est Et encore, moi je suis un peu, si tu parles des linceuls, ouais. je serais un peu plus nuancé quand même. Je trouve qu'il y a des séquences quand même oui, bien sûr, mais il reste où il fait appel à une figure monstrueuse. Oui, bien sûr, mais mais il restera toujours des pour choses nous raconter son histoire. Voilà, bien sûr, mais je pense peut-être sur mais on a viré comment il raconte les choses, voilà. Absolument, il a viré depuis pas mal de temps. Moi je retrouve encore des sensations que j'ai devant un Cronenberg un peu plus spectaculaire où là je suis tout crispé, je fais oulala, ouais, bien sûr. Mais moi je l'ai été pour les linceuls quand même, il y a des séquences je l'ai été bien sûr, c'est quand même il arrive encore à faire des trucs mais parce que je pense que c'est quand même je veux dire il aura toujours pour vocation de s'amuser un peu, hein, même ouais, bien sûr. Et de nous amuser, enfin nous amuser en nous dégoûtant, mais voilà quoi. Bah en fait c'est vrai que là en fait c'est un film porté par le deuil, ça on l'a dit, voilà, et il y a un truc il y a presque une note d'intention dès le début du film. Il est chez le dentiste, la deuxième, voilà, et le dentiste il dit la tristesse fait pourrir vos dents, le chagrin fait pourrir vos dents, le chagrin fait pourrir vos dents. Phrase quand même. Ça aussi, je trouve que c'est très porté par Cronenberg parce qu'en fait, les émotions, c'est dans le cinéma de Cronenberg, c'est quelque chose qui a une influence sur le corps. Complètement. Souvent néfaste, faut le dire. Et là, je trouve qu'on retrouve ça, mais de façon plus sobre, plus à l'os, plus subtil, tout simplement, en fait. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose de ça, une note d'intention comme ça que je trouve super belle et qui va se comment dire, prendre forme avec les personnages de Diane Kruger, parce qu'en fait comment dire, il y a plusieurs, alors là il va falloir l'expliciter un peu, mais c'est vrai qu'il y a Diane Kruger en tant que cadavre dont on voit l'image, il y a Diane Kruger qui va jouer sa femme rêvée, voilà, qui dit un peu comme souvenir, voilà, comme souvenir, rêve, souvenir, je pense qu'on peut, c'est dur de mettre non mais c'est des séquences de rêve, mais la façon dont il les filme, voilà, parce qu'il faut le dire, c'est que il y a des séquences dans le film où en fait Vincent Cassel le plus souvent s'endort et en fait rêve, et à ce moment-là il est toujours sur un lit et en fait il y a sa femme à côté, donc qui est interprétée par Dan Kruger, parce qu'en fait c'est là aussi où le film moi m'a quelque peu perdu lors de mon premier visionnage, c'est qu'en fait voilà, c'est-à-dire qu'il faut, pour contextualiser un petit peu, c'est que donc le personnage voilà a perdu sa femme, il a du mal à en faire le deuil, et par contre sa femme avait une sœur jumelle, voilà, qui est donc interprétée par Diane Kruger. Et en fait,
en fait, il va, voilà, à plusieurs instants dans le film, il va y avoir des passages, des séquences où en fait le personnage rêve et il est dans son lit et il y a Diane Kruger, et ça on va le comprendre un petit peu plus tard, on va voir une photo où en fait les deux jumelles sont là. La femme de Karch, donc de Vincent Cassel, le personnage de Vincent Cassel, qui a les cheveux blonds un petit peu plus longs, et celle qui représente sa sœur, qui est toujours jouée par Diane Kruger, a les cheveux plus courts et qui s'appelle Terry. Voilà, donc Becca et Terry. Becca, c'est donc la femme de Cassel qui est décédée. Et en fait, donc il y a cette représentation de Becca, en fait, qui va en fait par succession de séquences entrer en décomposition. De son corps va constamment se décomposer. Donc à un moment donné, il va revenir. Et en fait, ce qu'il nous raconte là, Cronenberg, c'est la décomposition du corps de sa femme, enfin de la femme de son personnage, en fonction de son traitement, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'ils vont alors c'est toujours des séquences très érotiques, hein. Mais voilà, elle va arriver, elle est dans, par exemple, il se réveille, il est dans son lit et en fait, il va voir sa femme, Becca, qui va arriver en fait avec un bras en moins. Elle va arriver, voilà, elle va revenir pendant un autre rêve où elle va avoir un sein en moins, elle va avoir des scarifications, elle va lui dire que oulala, j'ai les os beaucoup plus fragiles. Ça va s'accélérer, ça va s'intensifier de plus en plus. Et voilà, donc ça c'est pour voilà, et en fait moi la première fois, c'est vrai que il y a une séquence où en fait donc Karch, Vincent Cassel parle avec Terry, donc la sœur de sa femme décédée, Diane Kruger, et en fait il lui dit au début, il parle du corps de sa femme, il lui dit est-ce que je vais tomber dans la sexualité terminale ou est-ce que j'arrive encore à avoir des dates, tout ça, parce que la première séquence du film c'est un date en fait, avec après la séquence des dents. Et dans la séquence des dents où il lui dit votre chagrin pourrisse vos dents, enfin il y a un truc où en fait même lui il n'arrive pas à l'expliquer, c'est-à-dire est-ce que ça s'explique scientifiquement, il dit c'est compliqué, donc il y a quand même quelque chose de, il arrive à, il y a quelque chose comme un petit peu onirique là-dedans, je trouve. C'est quand même assez. Il constate clairement une anomalie, quoi. Il y a une anomalie, très clairement. Comment on la gère, et au fond, il répond pas vraiment à la fin, donc on a la réponse après, et au final, il lui dit, en gros, il faut rencontrer des femmes pour que votre chagrin s'aplatisse et que vos dents aient de peau. Rencontrer des femmes, oui, mais surtout, c'est plus compliqué que ça, c'est que c'est un personnage qui est en quête de sensations. C'est ça, en fait, son truc. C'est que, et donc, il a l'impression que ça passe par la technologie. Et de combler son deuil aussi. De combler son deuil, oui, mais en fait, voilà. Par ça, il veut, voilà. Par ça, et en fait, et ça va beaucoup passer par le sexe. Et en fait, il pense avoir trouvé des palliatifs, même des soins palliatifs, comme l'écran qui mène au cadavre. Et en fait, justement, comment il est esclave de ça, comment ça va pas suffire pour retrouver des sensations, et comment il va réagir à ça, comment il va réagir face à cette dépendance technologique. C'est ça. Voilà, c'est donc ça. Ça, c'est ce que le personnage doit régler avec lui-même, voilà, et son arc. Ça. Mais en fait, c'est un personnage qui est en quête de sensations, et du coup, à travers ces différentes figures incarnées par Diane Kruger, parce qu'il y a celle du rêve dont on a parlé, il y a celle de la sœur jumelle, parce que ça tu l'as pas dit, mais c'est vrai que... Et c'est ce que je voulais finir sur ça, c'est qu'en fait il y a la séquence au début où il parle de ça, il dit est-ce que je vais tomber dans la sexualité terminale, tout ça, il lui dit, et à un moment donné il parle du corps de sa femme, il pense encore, t'es tout le temps en relation, elle ça la crispe, donc sa sœur, donc Terry, et il lui dit, t'as toujours dit qu'on avait le même corps, il dit oui, tu as le même corps que ta sœur, en fait, il lui dit non, j'ai mon corps à moi, et en fait au début moi je me suis dit, ah non mais en fait ça c'est pour dire qu'en fait ils couchent ensemble. Après, en fait, et voilà, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, voilà. Et en fait, non. On va le comprendre après, non, parce qu'en fait, on va comprendre qu'il y a un autre personnage qui va rentrer en jeu, qui est le personnage de Maury, donc qui est joué par Guy Pearce, qui est le beau-frère de Karch, de Vincent Cassel, donc l'ex copain de Terry, donc la sœur de Becca, voilà. Donc c'est un peu, voilà. Déjà, on commence à comprendre un petit peu le nombre d'articulations d'intrigues, les rapports de force, voilà, exactement, et c'est pas fini, parce que maintenant il y a des rapports sociétaux, politiques, géopolitiques qui vont rentrer en jeu, et là ça va commencer à pousser, donc c'est juste pour amorcer un peu le truc, mais on sent déjà que il y a quand même il y a plusieurs personnages et ils ont disons que il y a des télescopages, des relations un petit peu labyrinthiques qui a formalisé comme ça, on se rend compte un petit peu c'est un film dense quand même, au niveau scénaristique, quoi. Et donc ils ont ce rapport là. Au début je me suis dit en fait ils couchent ensemble, en fait après le décès de sa femme il a couché avec sa sœur. Et en fait ils vont avoir une interaction avec son beau-frère. Son beau-frère lui a dit est-ce que parce que lui en fait elle l'a largué, quoi, ce qu'on comprend, quoi, surtout c'est un personnage qui est vraiment Guy Pearce, on peut malsain, et on le découvrira très malsain après, et qui même c'est le cliché du geek. Il est malsain
dans l'univers du film, parce que ouais, pour moi ils le sont tous évidemment. Complètement. Mais vraiment là il l'est. Mais même dans- physiquement, c'est-à-dire que c'est vraiment, Même il l'habille comme un geek Oui, qui a les cheveux gras avec des lunettes. À chaque fois qu'il va chez, c'est le personnage de Vincent Cassel chez Karch, il lui paye un coca et un. C'est Guy Pearce au début d'Iron Man 3. Je sais pas si tu te souviens. C'est Voilà, vrai. c'est vraiment. Non, mais c'est en plus c'est vraiment. T'as raison, putain. Ouais. Sauf que là, il se transforme pas en beau gosse Sauf que là voilà. Oui. aux 3 quarts du film. Non. Et donc voilà, et en fait son beau-frère lui demande est-ce que t'as couché avec ma sœur, il lui dit non pas du tout, et en fait l'intrigue va nous montrer qu'en fait non, mais moi j'ai eu ce truc au début, je me dis mais en fait est-ce qu'il a couché avec elle, est-ce qu'il a T'as eu pas un couché doute, avec elle. toi Ah oui, moi au début j'ai eu un doute, Ouais, oui bien sûr, ouais, parce alors, qu'en fait au début j'ai l'aspect de jumelle, ce qu'on va comprendre après, parce qu'après il va prendre un cadre dans les mains et on voit une demi-seconde Ouais. en fait la photo avec les deux jumelles, avec Terry d'un côté, donc la sœur de Becca, donc la femme de Karch de Vincent Cassel, qui a les cheveux courts, donc les personnages qu'on voit dans le film, et Becca, aussi Diane Kruger, qui a les cheveux longs, et c'est elle qu'on voit dans Oui, le bien souvenir, sûr, qui bien représente. Bah oui, mais moi au début je me suis dit non mais en fait est-ce qu'au début, et en fait voilà, j'ai eu la réponse définitive D'accord, ok. à ce moment-là. Ok. Mais en fait, alors il y a un autre personnage incarné par Diane Kruger qui est intéressant et qu'on va expliciter, c'est Lia, parce qu'elle joue Oui, Lia mais blonde, alors qui n'est pas Diane Kruger, voilà, mais voilà. ouais, mais en fait c'est ça. En fait c'est pas. Est-ce qu'on s'attarde sur l'intrigue? C'est pour ça que là j'ose Bah il pas. faut, Ouais, on n'a pas le choix, mais t'inquiète Ouais, pas. mais elle est tellement. Je l'ai revu elle une est deuxième tellement fois dense, pour me faire voilà, ouais. donc je l'ai un peu en tête, Ouais. mais oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est là aussi le côté de Cronenberg où tu dis que putain quand même, il y a des, moi en le revoyant la deuxième fois, Le côté soap j'ai- opéra, j'ai- j'ignore s'il est assumé. c'est pas totalement con ce que tu dis. C'est Bah oui, vrai que oui, soap oui, opéra, mais- c'est pas mais- complètement con. Mais oui, mais parce que Euh, c'est un truc, c'est un style qu'on peut retrouver dans Existence aussi, avec les Ouais. rebondissements, machin. Il y a un truc très soap C'est pas faux. opéra, Ouais. et je trouve qu'il essaie un peu de retrouver cette énergie-là, notamment dans le dernier quart d'heure, avec tout ce qui est en Ouais, mais complotiste, Le- etc. sur l'interconnexion de destin dans l'intrigue, je serais d'accord, mais le soap opéra, il y a quand même quelque chose de très, si ce n'est romanesque, qui est mélodramatique. Oui. Je trouve que le film, voilà, dans les rapports, il s'avère plus ambigu et érotique que vraiment mélodramatique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais Mais quand je je suis dis un- soap opéra, il reprend une énergie un peu, voilà, je veux dire, il reprend pas vraiment Un petit peu. les structures. Un petit oui. peu, mais c'est pas complètement con, mais un Ouais. petit peu. Mais dans l'interconnectivité des destins, Ouais. de ce que ça connecte, tout ça, il y a un petit peu de ça. Mhm, La dimension bien sûr. réseautique, des arcs narratifs des personnages dans le film, il y a un petit peu de ça, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais moi, j'adore le soap opéra pour le coup, et dans le film, c'est vrai. Oui. Mais dans ce film-là, je l'ai un peu moins senti. Dans Existence un peu plus déjà. Ouais, C'est ouais. vrai. Existence un petit peu plus. Ouais. C'est clairement une histoire d'amour aussi le film. Oui, clairement. Mais en fait, j'y repense à Lone d'Existence. Hein, s'il avait pas déjà fait ça, je Ouais. pense pas que j'aurais pu faire cette connexion-là. Ouais. Quoi. Je pense que, je pense qu'il Il y avait a des un peu restes. ça en tête. Voilà, il y a des restes. Il y a des de restes, ça, je suis quoi, d'accord. dans le ton et dans les révélations à un moment, dans le dernier quart d'heure, complètement déjà très oral en fait. Ouais. Déjà pas Complètement. très. Il montre pas. Genre, il y a vraiment un discours en fait. Ouais. En fait, c'est eux depuis le début, tu sais, vraiment, Complètement. t'as limite un effet Le formule, quoi. Tintin. Ouais. Tu vois, il y a un C'est vrai. truc. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a perturbé en sortant de la salle. En fait, attends, j'avais pas envie d'en faire un défaut tout de suite, parce que j'avais envie de croire en ce qu'il me disait. Ouais. C'est vrai que tu fais, oula, ouais, quand même. Super. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce personnage que tu disais de Diane Kruger, pour finir sur ça, c'est qu'en fait, donc alors je crois que c'est Honey. Donc en fait, Vincent Cassel, donc encore une fois, on redit homme d'affaires, son beau-frère Maury, qui est une sorte d'informaticien, de hacker, de Ouais, mec voilà son qui technicien. connaît son technicien, Ouais, voilà. attitré on pourrait dire, lui a programmé une intelligence artificielle sur son portable Ouais. qui s'appelle Honey, si je dis pas de conneries, qui a la plastique numérique de Diane Kruger, Ouais. mais représentée comme sa femme et non comme Oui, comme oui. Terry, comme donc sa belle-sœur, Donc, avec les cheveux longs. avec les cheveux longs, blondes, c'est ça. voilà. Et donc ça, voilà, c'est dans le premier acte, c'est ce qu'on nous montre. On Voilà. dit voilà, et en fait, en plus c'est drôle parce qu'il lui parle vraiment comme. C'est pour ça, il y a un truc quand même un peu. Bah, en fait, tu sens que c'est une IA. Il a un clairement regard faite acerbe sur Bah, notre oui, époque quand même. Hein, oui, c'est quand oui, même assez. complètement. Mais en fait, tu sens clairement que c'est une IA faite pour gérer ses affaires, etc. Bah, je parlais d'Iron Man Jarvis, quoi. Ouais. Voilà. Euh, Et en même le temps. pont. Oh la connexion. Ah oui, mais complètement. Ouais, non, mais c'est marrant, c'est marrant. Et aussi, je parlais de soins palliatifs par la technologie, mais pour le mec qui sont seuls, quoi. Tu vois, Ouais. c'est ça en fait. Et bah déjà, elle a le visage de sa femme,
Donc il y a là aussi il y a une notion de sensation retrouvée en fait, de vouloir renouer des conversations, etc. De trouver quelqu'un qui le comprend, qui a un simulacre d'apparence de sa femme. Et après ouais, on se rend compte de plus en plus que il y a quelque chose de évidemment de malsain. Il y a le truc avec le koala. Alors ça c'est Il y a le truc avec le koala. Oui, parce qu'à un moment donné, voilà, que j'ai un peu de mal à. il lui dit, mais moi je pense, on va en reparler sûrement, mais je pense que tout ça, en fait, il y a plein de choses dans le film qui nous font tiquer, en fait, où on se dit, est-ce que c'est l'intrigue qui est trop dense, est-ce il a voulu parler trop de choses, est-ce qu'il a eu du mal à les démêler, un décalage, est-ce qu'il essaie, est-ce que l'intrigue elle manque sûrement, il a peut-être manqué de dextérité pour que ce soit explicite. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça, au début, j'ai évoqué le fait que ce soit un thérapeutique, peut-être un peu trop. C'est qu'en fait, il y a un côté, à quel moment il arrive à être assez clair dans sa narration, être assez efficace pour que ça nous atteigne nous. C'est ça. Et pas que ça l'atteigne que lui, quoi. C'est pour ça qu'il y a un truc que je trouvais peut-être un peu trop thérapeutique, c'est qu'à un moment, en fait, voilà. Mais c'est ça aussi qui fait l'objet de fascination du film, c'est qu'en fait, là, on entre dans quelque chose. C'est courageux ce qu'il fait. C'est courageux de parler de ça comme ça. C'est courageux de prendre la lorgnette du deuil comme ça, technologique. En fait. Voilà, il se confie. Donc, il y a un truc. Je pense que quand tu aimes son cinéma, déjà, faut le dire. Donc, l'homme, en fait, l'auteur. Il y a un truc indéniablement t'as emporté thématiquement. Intéressant, c'est voilà, ah non mais le film est intéressant. Voilà, c'est ça. Au moins thématiquement. Qu'on l'aime ou non, au moins si tu sais à peu près le constat dans lequel Cronenberg vit, c'est-à-dire la perte de sa femme, etc. T'as forcément un intérêt, évident. Mais voilà, c'est peut-être justement un peu trop thérapeutique et parfois il y a des choses qui peuvent un peu être désarçonnants, laisser de côté, etc. Confus. Ouais, confus, voilà, c'est ça. Mais d'un côté, confus. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est aussi confus que les souvenirs qu'il a, les rêves qu'il a, le souvenir de sa femme. C'est aussi fragile que le corps de sa femme. Je trouve qu'il y a tu peux, si tu pousses le truc, tu peux en faire aussi un dialogue avec tout simplement la thématique du film, le personnage. Oui, parce de que sa femme. Le regard qu'il a en fait sur enfin, si on parle de Cronenberg et la façon dont il développe son récit. Peut nous conduire à penser que en fait on se dit mais en fait il a une vision du monde qui depuis la perte de sa femme est quand même à mon avis peut être très complexe à aborder, à comprendre, mais surtout est-ce que c'est pas dans le film en tout cas dans le récit je veux dire ce qu'il raconte, la façon dont il dit voilà ce personnage là a perdu, c'est évidemment Cronenberg qui dit j'ai perdu ma femme, hein, mais ce personnage là qui a perdu sa femme, est-ce que ensuite tout ce qu'il met en place pour dans le film c'est pour retrouver les profanateurs de tombes, mais au fond est-ce que c'est pas un peu pour se comprendre lui en fait, pour comprendre pour essayer de comprendre son monde, pour essayer de comprendre la société, mais est-ce que c'est justement pour nous dire en fait je suis un peu perdu quoi. Bah moi c'est en fait je peux pas m'empêcher d'être inquiet pour Cronenberg quand je vois ce film, parce que je vois que le personnage de Cassel il est un peu filmé comme un fantôme. Tout le long, qui déambule entre sa maison, son entreprise et je sais pas quoi. Il y a un truc aussi dans lequel il habite. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est un truc. Ok, les bourgeois ils adorent habiter dans des trucs bizarres, mais là quand même, je trouve qu'il y a un truc très très onirique qui s'impose. Le travail physique et esthétique de Cassel, il est impressionnant. Le jeu, c'est autre chose, mais par contre, c'est Cronenberg, c'est-à-dire que c'est très impressionnant. C'est ça, non vraiment, il y a un truc. Même, en plus, tu sais, Cassel, c'est quelqu'un d'identifiable, surtout pour nous Français. Voilà, ça fait partie des acteurs qu'on voit beaucoup dans les médias, qu'on voit beaucoup machin. Il a un accent hyper imitable. Je sais pas si t'as vu le mec sur Insta là qui fait que de l'imiter là. Non, t'as pas vu. Il y a un mec sur Insta, son beurre, sa page, c'est faire des imitations de Cassel. Ah, tu montreras. Je trouve ça. Mais j'en ai vu des imitations. C'est vrai qu'il est très. Je trouve ça gaulerie une ou deux fois. Bon, il a fait tout son truc là-dessus. Mais il est rigolo, Cassel, quand tu l'entends parler en interview. Mais c'est ça, il a un accent de Parisien. Il a un accent de Parisien globalement quoi. Le cinéma. C'est vendre des popcorn. C'est ça. Oui. Le mec, il l'imitait là-dessus, sur Instagram. Et bref, donc c'est quelqu'un d'identifiable, avec un ton identifiable, machin, voilà, vraiment. Et parfois, je trouve que dans certains rôles, il a du mal à en sortir. Je suis, oh là là, bon, bref. Mais, il nous prouve que c'est quelqu'un qui en a dans le ventre, quoi. Je veux dire, c'est quand même, c'est un des acteurs français les plus internationalement reconnus, le plus internationalement d'ailleurs. C'est pas pour rien. Il a déjà collaboré. Oui. Ah bah Omar, on peut pas qu'on aime ou non, c'est pas le débat, mais
Plus que du jardin, plus que Comment plein. je rebondis là-dessus? Ah bah, là, je t'ai, Ouais. forcément, c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, moi, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas prouvé qu'il en avait dans le ventre. Ok, Cassel, ouais. quoi. C'est ça, en fait. C'est que là, il y a un vrai travail, ouais, d'incarnation, etc., quoi. Et en fait, je trouve ça marrant de le faire. Enfin, c'est quand même rare ces trucs-là où l'acteur il va jouer le réal. Enfin, il y a un truc quand même assez curieux, méta complètement, quoi. En fait, j'ai bien envie de savoir vraiment est-ce que t'as observé Cronenberg pendant un temps, est-ce que Cronenberg a eu le recul pour te diriger. Hein, comment ils ont travaillé en fait. C'est ça, en fait. Voilà, il y a un truc comme Parce que ça. c'est vrai que c'est fort, En fait- c'est compliqué de voir les archétypes en fait dans ces films. Mais ouais, de fou. Et puis comment Cronenberg Vraiment il des s'est- personnages. Hein. Est-ce qu'il s'est confié à Cassel pour lui dire moi je ressens ça au moment de la mort de ma femme et tout machin. Enfin, je veux dire, accapare-le-toi. Il y a un truc très. Est-ce que dès le départ, à la lecture du scénario, il a dit bah voilà, en fait, je parle de ma vie. Bah ouais, c'est ça en fait. Est-ce qu'il a été, à quel point il a été pudique, à quel point il a été. Il y a un truc très curieux. Est-ce qu'ils avaient déjà tourné ensemble dans Les Promesses de l'ombre? Oui, c'est ça, voilà. C'est que oui, ils ont quand même collaboré avec Les Promesses de l'ombre et un autre film, je sais plus lequel. Un autre film, tu crois? Troisième fois. Ah ouais? Je crois qu'ils Ah collaborent putain. ensemble, ouais, mais, Ah j'ai plus. ouais, je sais plus. Mais bref, en tout cas, ouais, il y a un truc. Il y a une connexion indéniable parce que oui, c'est vraiment que quand tu le vois, bon déjà physiquement, mais il y a un truc vraiment, ça fait sens tout de suite. Ah oui, Tu complètement. l'achètes. Ah ouais, complètement. Tu l'achètes, alors que comme j'ai dit, Cassel, c'est quelqu'un qui a pas. C'est un peu dur de l'acheter parfois. Mm. Là, c'est bon, quoi. C'est ça. Donc c'est très plaisant à voir, quoi. Surtout, voilà, quoi. Il est français, donc forcément, on aime bien. Ah maintenant, Voilà. c'est maintenant le jeu. Alors le jeu, c'est. Et le jeu jeu en est- lui-même. Non mais c'est compliqué C'est compliqué. C'est compliqué pour un parce acteur que- français déjà de jouer américain vraiment. C'est tu ça, vois. parce que tu te dis, mais attends, là, c'est un problème de distance en termes de langue. Mais en fait, c'est à des moments très, il y a un décalage à des moments quand même. Tu te dis, c'est gros là. Est-ce que c'est pas voulu? Est-ce qu'il n'y a pas un truc de, tu vois, genre, c'est un peu déconcertant, surtout sur certaines onomatopées ou sur certains jurons. Bah voilà. Il y a un truc, tu te dis, mais C'est ça, c'est que pour en fait c'est bien parce que. t'es nickel tout le long et là en fait il y a un côté à un moment t'es cringe sur des réactions très. Je vois ce que tu veux dire, mais Je parlais de soap opéra là d'ailleurs. Hein, en fait, c'est lié aussi au montage, mais justement, tu me permets de faire une boucle en fait par rapport au koala dont on était tout à l'heure. En fait, c'est que donc son beau-frère Maury, donc Guy Pearce, lui a installé une intelligence artificielle. Ouais. Et en fait, à un moment donné, parfois cette intelligence artificielle, donc Honey, je crois, elle apparaît sous forme d'un koala. Parce qu'elle croyait répondre aux désirs du personnage. Voilà. C'est ça. Ouais. Et en fait, alors on l'a pas dit, mais je pense que c'est évident. C'est mieux de voir le film avant de nous entendre parler. Mais l'idée c'est qu'on va vraiment révéler l'intrigue et voilà, on révèle tout de toute façon depuis tout à l'heure. Donc voilà, et au fait au bout d'un moment, on va apprendre qu'en réalité cette intelligence artificielle, elle est, enfin, je veux dire, l'intelligence pure n'est pas une intelligence qui répond aux désirs du personnage de Karch, mais qui en réalité est dirigé par son beau-frère Maury Guy Pearce en réalité. Et donc ça va laisser place à des séquences. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il croit avec les désirs, c'est pour ça qu'il y a une confusion en fait. Voilà, entre ce personnage, comment dire, il est un peu. J'ai du mal à représenter ce qu'il représente dans le film, tu vois. Le personnage de Maury, de Guy Pearce. Ouais, c'est ça en fait. C'est que je pense que c'est un peu notre rapport à la technologie, le fait que on s'y enferme. C'est une barrière parce que voilà, je parlais de soins palliatifs dans la technologie. Je pense que l'IA fait partie, l'IA qui s'est créée, c'est clairement dans ça. Mais qu'en fait, comment dire, tu sais, on va souvent parler de aujourd'hui les IA volent nos informations. Il y a des gens avec des intérêts derrière. Et je pense que c'est ce discours-là. Le contrôle. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui a un intérêt derrière, qui en plus là, pas mercantile. Si, mercantile aussi, remarque, tu me diras. De toute manière, ouais. Personnel. Et je trouve lui, voilà, je trouve qu'il y a un discours sur la technologie, l'IA, etc., qui peut être intéressant. C'est qu'en fait, derrière ça, il y a des gens avec des intérêts et qu'il faut. Voilà. Oui, mais même ça peut faire un peu boomer dit comme ça. Non, moi je suis d'accord avec toi, mais mais c'est peut-être pour montrer que le film est peut-être au fond plus subtil, je sais pas, mais peut-être plus intéressant qu'il en a l'air. C'est quand même il y a un moment donné en fait où le personnage donc de Karch, Vincent Cassel, je le répète, il a parce qu'il y a tellement de noms différents, il a un rendez-vous avec un autre homme d'affaires hongrois qui voilà, où il va rencontrer sa femme qui est aveugle, parce
que lui, voilà, il est très malade en fait. Et voilà, pour une commande, en gros pour un client. Le personnage, oui, c'est vrai qu'on l'a pas encore. Et pareil, ça laisse place à une où en fait il va avant de rencontrer sa femme et d'avoir une discussion avec elle pour lui vendre quelque chose, pour parler par rapport à sa technologie en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est pour implanter sa technologie en Hongrie. Je crois, hein, si j'ai pas de bêtises, mais enfin bon bref. Et en fait, avant, il regarde sur sa tablette une vidéo de présentation, voilà, qui promeut le mec en fait, et voilà, et ça, il parle, voilà, et en fait, et c'est pour ça que je te rejoins sur ça, c'est qu'il a un regard aussi sur ce qu'on va nous vendre par la technologie. Ouais. Et la façon dont d'une certaine manière ça va un petit peu diriger voilà, ça va nous orienter en fait, ça va orienter peut-être un petit peu notre identité, notre personnalité, notre conception des choses, tout à fait. Je crois notre rapport à l'humain. Je crois que le personnage incarné par Vincent Cassel se dit lui-même que c'est avant tout un commercial en fait. Il me semble qu'il y a de ça. Il se vend comme ça ? Ouais, il me semble qu'il dit que c'est avant tout un commercial qui arrive à vendre les choses plus qu'un créateur. D'ailleurs, on voit que c'est pas lui le créateur. Voilà, oui. Et ouais, et il me semble qu'il y a de ça, quoi. En fait, qu'on a réussi à t'enrober un truc macabre, mais bien vendu et bien. C'est pour ça que je parlais un peu d'Elon Musk, hein, d'ailleurs, au début. C'est qu'il y a un truc comme ça. Et donc d'essayer de, comment dire, de te faire retrouver des sensations et de te le vendre comme un truc hyper positif, thérapeutique, etc. Comme juste, c'est presque un. Alors lui, en plus, il te le présente avec une distance au début du film. Alors là, on a un petit plan large, machin, voilà, vous pouvez zoomer, machin, un truc vraiment présentation commerciale et tout, alors qu'il a un date. Mais pour moi, c'est la valeur comique du film. Ouais. C'est-à-dire qu'en revoyant vraiment, ça craint, il y a un décalage. Ah, moi vraiment, je me suis marré. Ouais. Vraiment, je me suis marré. Non, mais pas. Au début du film, sur le date, quand il présente la technologie. Non, mais parce que là, quand tu le dis, c'est drôle, mais en même temps, il y a des moments, parce qu'on parlait du jeu de Cassel et de. C'est-à-dire que moi, il y a une séquence quand même, on a parlé la première fois quand on est sorti, c'est la séquence qui nous a un peu. Ce que tu te dis, c'est tellement absurde, ça devient tellement aberrant, où en fait, à un moment donné, le personnage de Cassel apprend que c'est Maury qui, en réalité, voilà, dirige son intelligence artificielle, c'est peut-être lui qui aurait demandé à voilà, engager des gens pour profaner ses tombes, bref. Et en fait, Maury, voilà, parce qu'on est pareil en termes d'unité de temps et de lieu, on sait pas vraiment, en termes d'époque, on sait pas vraiment, on se dit on est dans un futur proche, parce que tu vois, il a une voiture qui part tout seul, il a pas besoin d'automatique. Oui, il y a un traitement du futur que je trouve super intéressant, qui peut vraiment être dans 2 ans, un truc comme ça, vraiment, et qui très fait proche, qu'on y adhère très vite. On y croit très vite. On fait très vite les parallèles et les ponts qui peut nous dresser avec le dialogue qu'on a avec les IA aujourd'hui et la technologie, quoi. Donc il y a ce choix-là est très intéressant, quoi. Ça peut se passer l'année prochaine. En vrai, non, mais d'une certaine manière, oui, mais parce que c'est renforcé par ce qu'il nous dit. Voilà. Tout simplement, oui, en fait. Bien sûr. Oui, qu'on est encore d'une certaine façon dans les balbutiements de ces technologies-là et dans les façons de les exploiter, en fait. Parce que là, il a créé un nouveau principe. C'est ça, parce que ça, en fait, son intrigue, il l'établit à une ville, on va dire, à un quartier, ou en tout cas une petite terre, en fait. C'est-à-dire que il nous présente un restaurant, un cimetière à côté, ça touche quelques tombes, mais il nous montre qu'en fait, ça peut s'exporter à Reykjavik, en Islande, en Hongrie, dans d'autres pays, en fait. Donc, en fait, c'est ça, en fait, je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce moment-là, donc voilà, ils se rejoignent, et en fait, Maury, il lui envoie un message, il lui dit, voilà, mets cette adresse-là à ton GPS, on va se rejoindre. Et en fait, il arrive, ils se voient tous les deux, et en fait, ils sont dans une espèce de forêt vierge, complètement à l'écart, en fait, avec une cascade à l'écart complètement de la ville. Et en fait, il va lui faire des révélations, il va lui dire, en fait, on est en danger, j'ai fait une énorme connerie, voilà. Et alors, cette séquence-là, elle m'a fait marrer, parce que, en fait, voilà, c'est-à-dire que là, on a tous les personnages, voilà, on a à peu près l'intrigue, mais en fait, on va comprendre des choses au fur et à mesure que le récit avance, que, voilà, est-ce que, par exemple, Vincent Cassel, Karch, il a des rendez-vous avec alors est-ce que c'est un chirurgien, en tout cas c'est un médecin chinois, tu vois, qui c'était un médecin qui était en charge de sa femme. Du corps je crois que c'est ça. Oui. Je crois que c'est ça. Et en fait, il va lui donner il va lui poser des questions, il va par rapport à la technologie, par rapport à ses méfaits, pas mal de choses, il apprend sur ce qu'il hésite entre être des cellules cancéreuses ou un micro.
Oui, Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, il a repéré voilà. après au début du, c'est très dense. Au début du film, il repère en zoomant Une vraiment anomalie. une anomalie. Voilà. Il sait pas est-ce que c'est des tumeurs, est-ce que c'est Voilà. c'est concret, est-ce que c'est Mais organique. ça montre qu'il est dans une contemplation pour essayer de tiquer sur un détail. Machin, Alors, il est dans une contemplation Alors, je pense qu'en fait, c'est pas une. quotidienne. Bah, en fait, à mon avis, c'est très intéressant parce que je pense que c'est beaucoup plus une paranoïa qu'une contemplation. Et c'est Bien là sûr, que, bien sûr, oui, et c'est là que le oui, film oui, peut virer au final complètement. beaucoup plus au thriller paranoïaque Oui, oui. qu'à l'intrigue criminelle un petit peu, voilà, peut-être un peu de bas étage Ouais, par ouais, certains bien aspects sûr. du film, mais au final, le film, à mon avis, c'est peut-être un film paranoïaque. Mais donc, voilà, et en fait, Ah bah oui, puisqu'attends. bah oui, hein, mais Alors, complètement ça. il y a un ressort dont on n'a pas parlé. C'est qu'à un moment, putain, c'est vrai c'est totalement décousu. À un moment, au final, parce qu'on l'a pas dit, à un moment, le personnage de Vincent Cassel et la sœur jumelle de Diane Kruger, ils vont finir par coucher ensemble. Oui, mais alors attends, ça, encore là, oui, c'est vrai, mais Ah, on mais c'est avant arrive. ça, le moment avec la cascade. Oui, mais Voilà. parce que j'allais juste Ok. aborder un autre truc avant, c'est qu'en fait, en parlant justement avec sa belle-sœur, donc Terry, elle lui fait aussi des révélations sur sa femme morte, Becca, où en fait, elle lui reparle de son ancien petit ami qui s'appelle Jerry Eckler, qu'en fait, Ouais. qui avait commencé à sortir avec elle au début, ils s'étaient séparés pendant un temps, Qui est chirurgien. qui est chirurgien, et Et parce qui est que le c'est gars celui qui qui l'a l'a opéré Voilà. quand elle a vu son cancer. Voilà. Et en fait, Vincent Cassel, Karch, il était hyper jaloux de lui. Il dit, il arrête pas de répéter, mais en fait, il l'a eu avant moi. Il l'a eu au début et à la fin avant moi. Il a vu son corps avant moi. Il a vu quand elle avait son cancer, son corps avant moi. Enfin, plein de trucs comme ça où en fait, ça développe encore une fois, ça amplifie sa paranoïa. Et puis qui révèle un rapport au corps. Je veux dire, pour lui, il met sur le même plan une relation amoureuse et une autopsie. ah mais bien sûr. Voilà, tu vois, Bien genre sûr. vraiment l'appartenance du corps, c'est la même. Complètement. Et voilà, C'est cette ambiguïté en ouais, fait qui est intéressante et qui est vraiment lugubre en fait Mm. pour ce personnage-là. Enfin, tout à fait. moi j'ai trouvé génial au début le concept. Enfin, juste le concept du film quand même, c'est fort quoi. Je Ouais, trouve ouais, c'est là où c'est intéressant, c'est que créer de l'image. oui, mais justement, c'est-à-dire que c'est là où je me dis que juste comme parenthèse, je me dis bah ce film-là, le traitement qu'il fait de la mort et du deuil, le pourquoi du comment, tout ça en fait, à un personnage, comment il s'en sort, bah on voit pas ça tous les jours en fait. Donc Bien c'est sûr, un bien sûr. film original, vraiment. Bah, alors, surtout, alors, on va pas parler de la fin maintenant, mais c'est vrai Non. qu'en tout cas, dans sa conclusion, il y a Ouais. un truc très, Inattendu. ouais, très inattendu. C'est vrai que, comment dire, qu'on peut juste voir, très honnête, en fait. Voilà. Enfin, Ouais. il n'y a pas plus honnête que ça. Et alors, moi, je voudrais revenir sur la notion J'en de prie. thriller paranoïaque, c'est qu'en fait, le ressort, il y a un ressort narratif qui est incroyable et qui me fait penser un peu à d'autres films. Ouais. Bon, le personnage de Vincent Cassel et la sœur jumelle finissent par coucher ensemble. Ouais. Et il y a un truc qui excite madame. Alors, je sais pas comment le tourner. Il y a un truc qui excite madame, c'est le complotisme. Voilà, disons que Ça l'excite sexuellement. Et moi, ça me fait penser un peu à d'autres films de Cronenberg, d'ailleurs, sur qu'en fait, la notion d'excitation sexuelle qui est un peu... C'est Crash. ouais, Là, intellectuel. Voilà, c'est ça, qui est intellectuel et qui va... Là, ça va dans Crash, alors, c'est les accidents de voiture qui vont exciter tout à le fait. personnage, voilà. Et donc là, je retrouve un peu un truc comme ça avec ce personnage. Et ouais, c'est la notion de complot. Et donc là, tu parlais de paranoïa. On est face à deux personnages qui vont l'entretenir, ce complot. Parce que là, en fait, on sait plus. Ouais. Moi, je sors du film, je ne sais pas quelle est la part de. Est-ce que c'est les Chinois, est-ce que c'est les Russes? Et là, je ne caricature pas. Il y a vraiment cette notion de, comme si on était dans les années 70-80, tu vois, genre, ah, c'est les Russes qui sont derrière ça. Non, c'est les Chinois. Il y a un truc très. J'arrive pas à savoir qui est qui. Mais en tout cas, je sais que il y a deux personnages qui ont l'air d'entretenir cette paranoïa-là, ces complots-là, parce que c'est sur ça qu'est basé au moins les citations sexuelles d'un des deux personnages, quoi. Et c'est ce qui va amener leur concupiscence, en fait. Voilà, leur, c'est ça, ouais, voilà, bien sûr. leur attirance mutuelle. En fait, ouais, leur relation, on va tenir là-dessus. Il y a des moments, mais après le moment révélation avec le personnage de Guy Pearce à côté de la cascade, il y a un moment, littéralement, ils vont débriefer ce qui de la complexité scénaristique du film. La révélation qui leur ont été faites. Mais c'est ce qui est génial. Mais oui, ils vont vraiment débriefer, puisque tu crois, machin. Il lui dit c'est les Russes. Alors, ouais, voilà. Alors, non, mais je pense que c'est les Russes. Bon, mais de quoi tu parles? Voilà, bon, je sais pas, mais j'ai envie de baiser. Voilà, alors ça, voilà. Et hop,
Ça, c'est avec Terry, ça, Ça, c'est c'est après avec encore. Terry, c'est juste Mais, après, mais même, c'est après, mais bien ça. sûr, mais même Ah, avec, oui, parce que ça, débrief. c'est la fin du film, c'est la fin du film. Mais même avec Guy Pearce, quand il lui dit, non, mais attends, j'ai fait une connerie, non, moi, je pense que c'est les Chinois, en fait, je dois un truc, je les ai engagés. Mais attends, mais de quoi tu parles? Non, mais parce que c'est les Russes. Mais regarde mes J'étais doigts, mort de rire. regarde mes doigts, Regarde mes doigts, ils m'ont coupé les doigts. Et après, elle lui dit sur le balcon, mais non, mais il a des doigts coupés depuis le lycée, il a fait une connerie et tout. Il dit, t'avais jamais vu ça? Mais non. C'est ça. Alors que ça a l'air d'être le truc le plus solide de son argumentaire, c'est le fait qu'on lui ait coupé des doigts, et c'est le truc qu'ils arrivent à plus se mettre sous le tapis. Et ouais, il y a un truc. Même ça, on n'est pas sûr. Même moi, Voilà. la deuxième fois, en plus, je l'ai pas fait. Pour le deuxième visionnage, à la fin du premier visionnage, je me suis dit, je vais faire attention, deuxième fois, si pendant tout le film, on voit qu'il a pas deux doigts, Oui, en fait. oui, Tu vois, oui, comment ça- ils sont cachés, comment ils les filment. Et j'ai pas fait attention. Ok, ouais. Mais parce que tu penses que c'est dissimulé ou parce que juste t'étais dans. Je pense que j'ai oublié, Ok, tout simplement. Ouais. Mais je pense que ça participe au fait de nous laisser un peu en suspens, et parce que même la séquence, alors pas la séquence finale, mais l'avant-dernière, où en fait ils ont une dernière discussion, il y a une dernière discussion entre Terry et Karch, pardon, et où en fait, c'est ça qui est fort, en fait, c'est qu'en fait il relance, enfin ce qui est fort, ce qui est perturbant, c'est qu'en fait Cronenberg il relance le dialogue où en fait il dit, en fait qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est les Russes, c'est les Chinois? Elle dit moi je sais pas. Lui il dit et pourquoi ce serait pas moi en fait, qui est kidnappé, parce qu'en fait voilà, on n'a pas précisé ça, c'est qu'en fait, il reconstruit, donc voilà, il réaménage les tombes, c'est prêt des nouvelles visites sont prévues, elles vont bientôt être faites. Les tombes se rallument, ils font un tour, Terry et Karch, au milieu des tombes, et en fait, ils voient sur la tombe de sa femme qui a un nouvel, comment que le sol a été balayé, il y a de la terre dessus, et en fait il se connecte à la tombe et il voit que c'est Jerry Eckler, donc l'ancien petit ami de Becca, donc son ex-femme, et celui qui l'a opéré, le chirurgien qui l'a opéré donc pour son cancer, qui a suivi les derniers jours de sa vie, donc l'homme sur lequel il est plus jaloux, Vincent Cassel, donc Karch, il est enterré, il a été tué, et à la fin, donc le dernier dialogue de Terry, il dit mais qui l'a amené là, mais attends, mais on réfléchit à ça, donc il y a une ultime discussion sur ça, et il dit mais pourquoi ce serait pas moi en fait, il dit regarde Terry, pourquoi ce serait pas moi qui l'ai, je te propose une troisième option, c'est moi qui l'ai enterré ici pour me venger et tout ça, et elle dit alors je sais pas, mais tu ferais mieux de me baiser. Voilà, mais on va baiser. Voilà, c'est ça. Et cette séquence où il baise au milieu du film, Mais, oui. c'est la meilleure séquence du film. Ouais, parce que là, il amène le. Il y a aussi un truc dans le jeu, pas que dans la mise en scène, mais aussi dans le jeu très. Ouais. Très perturbant et très. Qui peut là, sonner faux, en fait. Voilà. Ouais, mais là, je trouve que ça le fait pas parce que c'est tellement glauque. Bah, il se chauffe en parlant de complotisme. C'est-à-dire que, Vincent Cassel baise, donc Karch baise avec sa belle-sœur, donc la sœur de sa femme qui est décédée, qui est la jumelle de sa femme décédée, donc la copie conforme, juste avec les cheveux courts. Et en fait, il s'excite non seulement enfin, le complotiste va les exciter à chauffer, mais va les chauffer, mais en fait, quand il baise, ça paraît, moi c'est la séquence qui je t'avoue, en vrai, elle est pas du tout, enfin c'est juste une séquence de baise, hein. Il la filme très bien, mais il y a pas de gore, il y a rien de tout ça, mais par contre c'est la séquence qui m'a, j'étais, voilà, ça m'a, c'est presque plus une séquence de dialogue où c'est très perturbant, voilà, c'est très ça, perturbant. il y a un truc de, je parlais de sensations retrouvées, c'est ce qu'elle lui demande. Elle lui demande, est-ce que là, t'es en train de retrouver les sensations de quand tu baisais avec ma sœur? Est-ce que tu penses à Becca? Est-ce que tu penses à ma sœur? Excite-moi, est-ce que ça t'excite, tout ça? Alors qu'au début du film, elle était plus en train de nous dire, non, moi j'ai mon corps propre, nanana, tu sais, il y avait un truc, et c'était ça, moi, qui faisait que moi j'avais aucun doute. C'est qu'en fait, non, pour moi, il y avait rien eu entre deux, et en fait, pour moi, ça m'avait l'air d'être un personnage qui veut plutôt se mettre en opposition. T'avais compris la subtilité de ce dialogue. Voilà, en tout cas, ouais, moi je l'avais pas, je l'avais pas eu. Voilà. Et là, revirement total, mais revirement qui se fait assez, on le voit au début, parce qu'elle rencontre, alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un personnage, on va en parler plus tard. Bah la femme du client hongrois. La femme du client hongrois, parce que non, alors je vais continuer sur cette scène. Là où elle lui demande si tu retrouves les sensations, et en fait il y a eu un revirement complet, quoi. En fait c'est vraiment bon, bah maintenant j'endosse presque le fantasme que tu projetais sur moi, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, et là il y a un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui va être super important, parce qu'en fait, j'espère que c'est pas trop laborieux, hein, pardon, c'est vraiment, pas nous, c'est pas nous, c'est le film, c'est l'intrigue. On s'efforce de le. C'est un personnage central, on l'a quand même oublié, parce qu'en fait c'est un peu le personnage en plus qui conclut, enfin, qui apporte une conclusion. Et moi je le trouve intéressant, parce qu'en fait, alors c'est la femme du
du client hongrois, client hongrois. de l'homme d'affaires hongrois qui est Voilà. française et, Et la japonaise. ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. exactement. Et en fait, avec ce personnage-là, il va retrouver ce qu'on croirait au début être un semblant de normalité, c'est-à-dire Voilà. retrouver une autre relation, Relation. d'abord sexuelle, Voilà. voilà, et après Amoureuse. amoureuse. Donc voilà, donc bon, elle est aveugle et donc ouais, donc en plus relation qu'il cherchait au début du film parce qu'on commence avec un date, donc en fait il y a voilà, tu dis bon là il a trouvé quelqu'un dans ce sens-là, et en fait c'est là que est-ce qu'on défleure la fin du film maintenant? Je pense qu'il y a Amène-la, vas-y, je te laisse vas-y. En fait, c'est que on se rend compte que il va finir avec ce personnage-là, mais que elle, d'une certaine façon, elle va aussi, il va un peu lier son deuil, lier sa femme et ce personnage-là. Mhm. Et moi, ça, je trouve ça très beau, c'est parce qu'en fait, ma femme est là, il y en a des traces, je l'assume. En fait, comment dire, il va un peu mettre un point final sur sa notion du deuil, mais la notion du deuil en soi, c'est qu'en fait, on vit avec, en fait. Et même quand on retrouve une relation amoureuse, on vit avec, elle est là, on y appose des choses de notre ancien partenaire. Et en fait, cette séquence finale, c'est que ils sont dans un jet privé. Comment elle s'appelle ce personnage d'ailleurs? Écoute, j'ai plus le nom de ce personnage. Ouais, bah. Je regardais. Ouais, vas-y, regarde. Et donc ils sont dans l'avion. Et donc on se dit que c'est pour un voyage. Hein, voilà, c'est ça. Bah, il doit aller en Hongrie, clairement. Quoi. Voilà, c'est ça. Somin. Ok. J'aurais pas retrouvé. Ouais, Somin. Et en fait, on voit que alors, il s'endort dans l'avion. Ouais. Il me semble, voilà. Pour un peu encore nous perdre. Il se réveille et là on voit que Tsomin a porté, enfin je veux dire, a des attributs de sa femme, c'est-à-dire on avait vu dans la séquence de rêve qu'elle avait perdu un bras, perdu certaines parties de son corps. Le sein gauche. Voilà, le sein gauche. Défiguré. Et là on voit que Tsomin a perdu les mêmes attributs physiques. Voilà, les mêmes attributs physiques. Que sa femme, pendant qu'elle allait mourir, elle avait son cancer. Voilà. Et là, dans les dernières phases de son cancer. Et là, on pourrait croire qu'il y aurait un sentiment de rejet ou je ne sais quoi. Ouais. Et non, il embrasse clairement. Il embrasse déjà la femme, mais il embrasse clairement cet état de fait. C'est-à-dire que voilà, il a trouvé une nouvelle relation, mais il y aura toujours le souvenir de sa femme. Mais on est d'accord que c'est un rêve. Oui. C'est-à-dire que non mais en tout cas, la façon dont il nous le montre. Oui, là c'est clairement plus assumé que d'autres scènes parce que on le voit s'endormir et ensuite à moins qu'elle ait perdu des parties de son corps sur le siège de l'avion. Oui, je pense que c'est clairement plus assumé que certaines scènes. Donc elle est beaucoup plus figurative cette séquence, mais elle est très belle. Et puis même quand elle est filmée, je veux dire ce coucher de soleil avec cet avion qui s'éloigne, je veux dire il y a un truc très onirique extrêmement assumé. C'est filmé comme un cauchemar. Vers le ciel, vers la mort. Voilà, c'est ça. Là il y a un truc assumé comme tel parce que moi j'adore ça. Il y a peu de scènes où on le voit s'endormir puis se réveiller et puis il se passe quelque chose quoi, et qui est un ressort pour parler du rêve vieux comme le monde quoi. Mais je pense que toutes les scènes peuvent être abordées comme telles, vraiment comme une sorte de souvenir, comme une sorte de machin, mais parfois il va l'assumer avec ce trope du réveil quoi. Et là il le fait pour cette fin là, et je pense qu'elle est parce qu'elle est plus symbolique qu'autre chose quoi. Je veux dire c'est ça, c'est que voilà, c'est ce point final sur le deuil. Voilà, alors tu vois, genre t'as presque, c'est presque positif, t'as presque une sorte d'optimisme quand tu sors de la salle et que tu te dis ah bah putain, Cronenberg il a peut-être trouvé une autre meuf. Genre non mais voilà, non mais c'est oui, si on le ramène à quelque chose de très. Si on le ramène, tu vois, un truc, si on veut être un peu positif, pragmatique, comme ça, voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est, mais je trouve ça. Je trouve parfois le film me perd parce qu'il va manquer de puissance évocatrice visuellement. Là, je trouve que là, en tout cas... à la fin, elle est formidablement réussie. Sur cette dernière scène, vraiment, ça... Moi, j'adore la fin. En fait, il y a deux choses. C'est que je suis d'accord avec toi. C'est que la première chose, c'est que, et ça, c'est suffisamment rare pour le notifier, même si le film dure 2 heures et que voilà, on les sent quand même. Hein. Ouais. Mais par contre, on la voit absolument pas venir, cette fin. Absolument pas. Non. Mais on peut pas la deviner parce qu'en fait, et c'est peut-être aussi. Parce qu'elle s'inscrit pas dans une narration, elle s'inscrit dans une logique
thématique et émotionnelle. Complètement, Émotionnelle, surtout. complètement. Et des lois esthétiques du film aussi. C'est-à-dire enfin, c'est-à-dire que le fait qu'il éclaire d'une certaine manière à chaque fois qu'il rêve, que le personnage de Karch rêve, c'est pas la même, il éclaire pas de la même manière quand dans l'avion. Il a une façon d'éclairer toutes les séquences de rêve de Karch, de Vincent Cassel dans le film, et à la fin, il te l'amène pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas comme si dans le jet privé, dans l'éclairage, dans le jet privé, c'est pas du tout mis en scène pareil en fait. C'est pas du tout mis en scène que les scènes. C'est ça. Avec sa femme nue. Bah non, c'est ça. S'il y a toujours la couleur chaude du rêve, tout ça. Après, en même temps, tu vas me dire, c'est-à-dire qu'on passe de l'extérieur du jet et directement à l'intérieur, et en fait, on est dans un simili-rêve. Donc, c'est pas exactement. C'est pour ça que la notion de rêve, elle est un peu, tu vois. Moi, je parlerais d'onirisme, en fait. Tu vois, non, mais le caractère onirique, il est présent surtout dans le dernier plan, mais les avant-derniers plans qui sont encore dans le jet. Le dernier plan, voilà, on explique que c'est le jet qui part, qui va vers le ciel. Il coucher de soleil en termes d'éclairage dans le jet, il me semble. Donc, il y a un truc. Aussi, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que c'est pas éclairé de la même manière. Mais par contre, la façon dont il l'amorce, dont il l'amène, on la voit pas du tout venir, parce qu'en fait, les séquences d'avant, enfin les séries de séquences d'avant, voilà, juste avant cette dernière séquence, il relance toujours la machine. C'est-à-dire que voilà, il fait dire au personnage de dire mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les Russes, les Chinois? C'est-à-dire qu'on est encore dans une disposition d'intrigue. T'as l'impression qu'on va en Hongrie, mais oui, on va découvrir des trucs mais complètement. Et moi là j'en avais un peu marre. D'ailleurs je me disais oh là c'est pas fini maintenant. C'est ça. En fait à la fin t'as pas de sûreté. C'est pour ça que cette scène nous prend de court. Déjà en termes thématiques, mais même en termes de rythme. Tu vois, normalement on est parti sur une ou deux séquences en plus de révélations, je sais pas quoi, et non tac, plein de fins, très beau. Et c'est vrai qu'il nous prend par surprise aussi là-dessus, quoi. Donc en fait, ça fait que t'es un peu obligé de cogiter sur ce que tu vois, en fait, machin, parce que tu te le prends. Bien sûr. Il arrive assez vite, quoi. Donc, et il laisse une place. Tu parlais d'onirisme, mais c'est enfin voilà, une place poétique, à mon avis, à cette dernière séquence, où vraiment, je me suis dit qu'en fait, tout le caractère paranoïaque, toutes les tribulations du personnage dans tout le film, toutes les questions qu'on se pose, et malheureusement peut-être l'état un peu laborieux peut-être de l'intrigue, même sûrement, hein, par plein d'aspects, à plein de niveaux, je trouve qu'en fait, au fond, la finalité, oui, c'est ce que tu as dit, c'est à la fin, c'est de se dire, mais en fait, elle sera toujours avec moi. C'est quand ils s'embrassent, ce plan il est magnifique. Vraiment, c'est très très beau, je trouve. C'est très très beau. Et en fait, c'est ce qui, à titre personnel, me fait avoir la plus grande empathie pour David Cronenberg. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on disait aussi, on s'en est parlé un petit peu. Moi, je trouve pas le film au fond triste. C'est-à-dire qu'il me donne pas je le trouve lugubre, je le trouve glauque à plein de passages, plein de moments. Mais par contre, la fin me fait vraiment, j'ai beaucoup de compassion. C'est-à-dire que je me dis putain, c'est dur, mais j'ai de l'empathie, quoi. C'est un film qui parle de deuil, mais qui va de l'avant sur ce plan final. Quoi. Je veux dire, voilà. Et c'est vrai qu'il y a, je veux dire, pour moi, le film trouve un point culminant dans juste ce plan-là, quoi, en fait. Et c'est ça qui est. Complètement. Oui. Et. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais je sais plus ce que je veux dire. Mais oui, et en fait. Comment dire, et c'est pour ça que là je parle de il est plus sur l'émotionnel que sur d'autres films. Là parce qu'en fait c'est avec justement cette séquence finale que là je trouve qu'il y a une conclusion émotive que je vois pas dans ces autres films. Je trouve qu'il a aussi retrouvé un équilibre. Retourner le cerveau plutôt que le cœur, quoi. C'est ça en fait, voilà. C'est pas faux. Je trouve qu'il a aussi plus retrouvé un équilibre que dans voilà, quand il a commencé à s'intéresser et à vraiment le traiter, le mettre en scène dans ses films, à savoir la psychanalyse. Il a fait un film carrément qui s'appelle Dangerous Method avec voilà, où il revient sur c'est Freud, hein, vraiment, il traite partie de David Freud, et avec Viggo Mortensen aussi. Ah bah c'est pas celui-là où il y a Vincent Cassel, non? Non. Mais voilà, et c'est vrai que celui-là, il y a beaucoup de. Le film commence comme ça, hein, c'est Vincent Cassel, donc Karch, qui parle à son dentiste. Mais il y a beaucoup de séquences comme ça, de discussions, où ils essaient de comprendre des choses, aussi psychologiques. Mais je suis d'accord que toutes les séquences avec Diane Kruger de rêve, où il se rappelle de sa femme et il voit voilà, son corps se décomposer peu à peu, c'est voilà, il retrouve un petit peu l'affect voilà, du monstre. Il va céder un petit peu de la figure monstrueuse pour aussi traiter. Toi tu disais une thérapie, mais voilà, traiter son problème, sa mémoire, son deuil et tout ça. Mais cette séquence de fin, je la trouve vraiment. Enfin, moi, c'est peut-être avec la séquence de baise centrale, la séquence que je trouve la plus intéressante. Alors non, mais il y a une séquence que j'aime beaucoup, c'est quand il casse les hanches.
Quand il casse Ah oui, les bah hanches, oui, c'est ça. ah oui, c'est une des séquences de rêve, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Alors, quand je dis casser les hanches, je dis pas que c'est un bon coup. Non, je mais dis, il lui a vraiment parce qu'elle est fragile. Voilà. Non mais, je sais pas, peut-être qu'on. qu'il est con. Non mais c'est pas ce que je voulais dire. Bah tu l'as dit. Je veux dire qu'il Non, lui a mais- littéralement cassé les hanches Voilà, parce qu'elle avait les os fragiles. parce qu'elle avait voilà. les os fragiles et Voilà. elle lui dit, il dit j'ai peur de te faire mal. Voilà. Mais là, je retrouve du Cronenberg spectaculaire. Là. Ah bah, ce moment-là, il est crispant. Hein, il est, tout de ouais. suite, Et ouais. puis le sound design est super bien choisi. Ouais, c'est clair. Vraiment, tu sens que le mettre. Alors que c'est une séquence qui va à l'os. Attention. Merci Dan. non mais, Merci Dan. non mais je trouve sobre et en fait tu sens que le mec est en pleine maîtrise de ce genre de procédé pour bien te crisper, pour bien te faire du mal. Ouais. C'est que le gars avec pas grand chose, hein. Ouais. Je veux dire, il y a pas de gros procédés de mise en scène là-dedans quoi. Il la sert contre lui et il y a un gros bruitage. Et je veux Oui, dire, c'est-à-dire qu'il nous amène l'idée que ça puisse arriver, voilà, c'est mais en ça, fait, il le ouais, désamorce c'est tout de suite en plutôt, disant que bah non, en fait, ouais. ils ont confiance, ils le font. Ouais, Et la ça. façon de le filmer ensuite, il fait un travelling avant sur le. Voilà, oui. C'est très. Non, Ouais, c'est très, c'est très habile. Voilà, c'est très habile. Et tu sens Ça que marche à fond. Voilà, et que c'est devenu un maître en la matière pour nous, voilà, Aussi, ouais. et qu'il est encore capable de faire du un peu Mm. un peu hard comme ça, quoi. Mais Mm. c'est plus là que ça se situe, en tout cas, son cinéma. Mm. Non mais oui, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a c'est un film pas inintéressant. Et pour Cronenberg. Moi, je qualifierais de passionnant, hein, thématiquement, et moi, voilà, tu vois. Mais même en termes de mise en scène, moi je trouve que le film il est intéressant. Ouais, Mine de rien, ouais, mais regarde toutes les séquences qu'on cite depuis tout à l'heure. Ça veut dire que c'est des séquences qui nous ont marqué et quand même. Complètement. Bah, moi, c'est vrai qu'en sortant du film, j'ai eu du mal à lire. Non, l'intrigue est très laborieuse. Voilà, je suis d'accord. c'est ça, L'intrigue est c'est très ça. laborieuse. Il y a C'est ça. beaucoup c'est-à-dire qu'il y a certaines. En plus, il met pas vraiment d'emphase sur les articulations. C'est-à-dire qu'il laisse planer des doutes. Il y a des choses qu'on comprend pas vraiment. En plus, il a une mise en scène hyper. Ça, c'est intéressant parce que parce que j'y pense là. C'était ce que disait Andrew Sarris, qui était un des grands historiens, théoriciens, critiques américains. Ça y est, on aime drop. Qui disait, voilà, c'est ça. C'est un peu, voilà. Qui disait c'est pour faire le lien, c'est qu'en fait, il disait d'un mec comme Howard Hawks qu'il avait une mise en scène claire, directe, fonctionnelle. Voilà, oui. Et en fait, ces termes-là, on peut les appliquer à plein de metteurs en scène, en fait. Hein. Il a plein d'héritiers. Hawks, il a Carpenter, il a une mise en scène claire, directe, fonctionnelle. Cameron, il a une mise en scène claire, directe, fonctionnelle. Et en fait, Cronenberg, c'est pas tout à fait ça non plus. Bah, alors, tu vois, c'est pas un gars qui nous a habitués à ça. Moi, je dirais. Mais ouais. que là, je trouve qu'on va beaucoup plus vers ce que tu es en train de dire dans ce film-là. Bah, et c'est pour ça qu'elle est pas hyper évidente à lire, je trouve. En tout cas, non, elle est pas évidente. Elle est pas évidente à lire. Du truc, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai été très. Moi, j'ai eu un sentiment de rejet, d'ailleurs, sur vraiment la mise en scène, la façon de filmer, quoi. Vraiment, oui, bon, ok, j'ai du mal à y voir. C'est vraiment en y réfléchissant après coup, en réfléchissant à les thématiques, à ce qu'il veut nous apporter, qu'après, j'ai fait, ah oui, donc la richesse est peut-être beaucoup plus palpable en termes de mise en scène. Oui, parce sa mise en scène, elle est très claire. C'est ça. Mais en réalité, elle dit beaucoup de choses. Voilà. Je pense, mais vraiment. comme j'ai dit, comme il nous a pas habitués forcément à ça, il nous a habitués à des choses quand même assez plus. Ah, moi, je trouve sa mise en scène, elle est vraiment. Ah bon, quoi? Bah, en tout cas, elle a toujours été comme ça, sa mise en scène, toujours claire. Ah ouais, elle est toujours comme ça. Vraiment comme ça fonctionnel, comme t'as dit. Je trouve. Ouais, ok. Non, moi, je trouvais, elle était un peu plus, pas employer un mot trop assassin, peut-être un peu plus généreuse, un peu plus claquante. Mais moi, je la trouve généreuse dans son jeu, D'accord. c'est-à-dire que je trouve que vraiment, il fait en sorte que sa mise en scène épouse son sujet. Moi, je me rappelle un des films que je préfère, je l'ai revu là pendant sa rétrospective pour les linceuls justement, c'est Spider, le film qui fait Spider, voilà, avec Ralph Fiennes début des années 2000, qui est un de ses films les moins connus. Et alors vraiment, c'est un de pour moi, c'est vraiment un film. Mais alors, moi, c'est un des films que je préfère de lui parce que vraiment là, on a vraiment la démonstration d'un mec qui vraiment a réussi à accorder, mais d'une manière vraiment hyper, comment je pourrais dire, a réussi en tout cas à arriver à un niveau d'excellence en accordant en même temps sa mise en scène et son sujet. Je trouve vraiment, il épouse les deux, mais d'une manière, c'est troublant. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour ça que je pense que c'est
un de ses films les plus passionnants d'après les années 90 en fait. Ok. Et là, on est encore un petit peu dans ça. Bah, je dans trouve. ça, c'est vrai. Et puis, enfin, je veux dire, quand tu navigues aussi bien, en tout cas quand tu navigues aussi fréquemment entre ces scènes comme ça, de fantasmes, de souvenirs et nanana, et que, comment dire, il y a une efficacité en fait indéniable. Mais justement, Quand t'arrives à jongler à ce point-là, quoi. Mais en fait, Bien sûr. comme elle nous perd volontairement, tu te dis en fait c'est dû à des maladresses, c'est dû à machin, mais pas du tout en fait. Non. Le gars il maîtrise parfaitement son sujet. Mais c'est Le gars il maîtrise parfaitement les passages de l'un à l'autre. Et en fait, Bien comme sûr. j'ai dit, c'est que il incarne une sorte de fragilité dans la mise en scène. Voilà, mais c'est fragile comme un rêve, comme un souvenir, comme plein Mais de parce que choses. tu vois tout, c'est-à-dire que c'est là que Voilà. en fait, tu le comprends aussi par la différence entre la façon dont il met en scène les séquences de rêve et la façon dont il met en scène le reste. Donc les séquences non rêvées, les séquences de réalité, Ouais. voilà, de l'intrigue principale, on va dire. La différence, elle est minime. Hein. Elle est Il fait infime, juste ouais, une complètement, différence d'éclairage où en Ouais. fait on comprend qu'en fait ce qu'on voit évidemment c'est rêvé, ou alors parce que une séquence d'avant il nous montre que le personnage s'endort. Voilà, il y a eu le trop. Donc il y a cette transition là, mais sinon c'est voilà, c'est juste. Donc en fait, c'est là où je trouve qu'il est intéressant en fait. Vraiment sa mise en scène elle est très intéressante encore dans ce film là, même Maps Auteur c'était déjà hyper intéressant. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ce type de mise en scène là quoi. Non, bien sûr, mais c'est vrai que moi, ça m'avait pas, c'était pas perceptible tout de suite. Je pense qu'il faut se pencher sur la richesse thématique et ce que le film raconte pour vraiment avoir les clés. Et je pense que c'est là où tu dis que il y a un super dialogue entre la mise en scène est autant au niveau que ce que ça raconte. Complètement. Vraiment. Complètement. Voilà. Mais Mais parce que c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que la mise en scène, donc l'image, ne se subordonne pas au récit, au dialogue, ce que disait Deleuze, et au soliloque, en fait, tu vois, c'est surtout pas, en fait. Sauf peut-être au moment où un peu plus révélateur. Alors c'est l'intrigue, c'est la manière, disons que c'est soutenu par moment par une écriture qui fait que l'intrigue est va tellement dans tous les sens, et même que parfois on a l'impression que les personnages s'en moquent, comme la séquence de cascade où il dit non mais là, mais qu'est-ce que tu me racontes là, ça va super loin. Et vu que le film traite de la paranoïa, on a l'impression que c'est une espèce de mise en abîme aussi. Donc disons que c'est un peu compliqué à déceler, mais par exemple même moi qui l'ai vu 2 fois le film, je pense que j'aurais encore envie de le revoir et j'aurais encore une appréciation différente. Est-ce que toi t'as envie de le revoir le film? Ouais, moi franchement j'aurais aimé le revoir avant le podcast. Oui, mais même dans le futur quoi. Mais oui, moi je pense que je pense que c'est un film à revoir. Je vais le revoir. Je vais pas le revoir tout de suite. Je vais pas le revoir forcément à sa sortie DVD ou je sais pas quoi. Ouais, mais en tout cas, ouais, moi c'est un film que j'ai envie de revoir. J'ai envie et puis de refaire cette rencontre avec Cronenberg lui-même, avec ce qu'il a à me dire, etc. Tu vois, je pense qu'il y a d'autres ponts à faire, d'autres liens à tisser avec le reste de cet humour, avec pas seulement la personne mais le cinéma, tu vois, genre vraiment son cinéma à lui. Ce qu'on en dit n'est pas exhaustif, évidemment. Oui, bien Cronenberg, c'est énormément de films. Hein. Ouais, voilà, c'est plus de 20 films, hein, donc c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Moi, j'aurais. Bah là, il repasse en ce moment, il les repasse depuis la. Ah ouais, encore d'un seul. Ouais, okay. Ils en repassent pas mal là. Super. Un peu partout au quartier latin, etc. Bah, c'est top. J'aurais aimé en voir certains. Mais ouais, non, moi, je le vois comme une rencontre avec vraiment son deuil, sa psyché, et ouais, moi, j'aurais envie une rencontre que j'aurais envie de refaire bien sûr plus tard. Et puis c'est bon, un réalisateur qui se confie, c'est pas si courant. On a eu Spielberg qui l'a fait avec The Fabelmans. Tu vois, c'est quand même qui parle de lui, non mais profondément en fait. C'est-à-dire que ceux qui le connaissent un minimum vont comprendre, vont comment dire, vont être encore plus pris par le film d'une certaine manière. Bah, comme j'ai dit, hein, je pense que quoi qu'on pense du film, si t'aimes cet auteur de base, si t'aimes cet homme de base, tu peux que t'intéresser à ce film-là, quoi. Voilà, bien sûr. c'est ça. C'est clair et net. Ouais, tu peux que aimer t'y pencher, quoi. Après, je sais pas, peut-être que l'objet en tant que film, peut-être qu'il va pas mais en tout cas, ce qu'il a à dire sur son deuil, sur machin, je pense que ça peut que. C'est ça. Il a encore quelque chose à dire. Il a encore une vision du monde et il veut la partager encore. Bah, alors par contre, effectivement, est-ce que c'est si on n'est pas, on s'est pas encore intéressé à Cronenberg, c'est peut-être pas le premier film que j'enverrais, pour les néophytes. Bah après, moi, premier film, c'est ceux par lesquels j'ai commencé. Oui, voilà. Non, mais les plus réputés, les plus divertissants. La Mouche, Vidéodrome. Voilà. Moi, je pense souvent que les plus mainstream, c'est les meilleures portes d'entrée par définition. Tu vois, je veux dire, il y a pas, à moins quelques trucs, tu vois, un peu obscurs qui peuvent être sympas. Mais je pense que de toute façon, quand tu t'intéresses à un cinéaste, tu vas sur la liste.
machin. Que ça fait plus... Voilà, non, mais Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, Hein, bien je veux sûr, dire, bien sûr. il y a pas de recette miracle, quoi. Donc ouais, c'est. Mais oui, je pense. Alors oui, en termes on va dire de figure un peu vieillissante, c'est vrai que il a des choses à dire, ce qui est pas forcément le cas de tout, parce que c'est Ah vrai non, qu'en oui, fait, oui, voilà, oui. c'est un point que Oui, ça j'aimerais m'a fait. aborder Oui, un oui. tout petit peu, parce Ouais, que c'est vrai qu'on l'avait abordé dans ouais, le je comprends. dialogue après, La après la séance, ouais. séance. C'est pas le cas de tous les cinéastes, je veux dire, Tous notamment les grands américains. noms, les grands cinéastes, voilà, qui continuent Bah, en qui continuent de fait, faire des films qui sont encore en activité. Mais lui, il a repris récemment, donc tu vois, c'est aussi. ouais, oui, c'est ça, oui, c'est vrai qu'il a eu la lucidité, j'en sais rien, en tout cas, peut-être le besoin de prendre un peu de distance Ouais. avec le cinéma, de pas toucher à une caméra, de pas ceci, de pas cela. Et donc, voilà, de revenir, en fait, C'est la avec perte de sa femme, hein, je un nouveau pense. carburant. Et ouais, de fou, bah ouais, mais voilà, je pense que il faut, ouais, enfin, je pense qu'il faut dans la vie d'un artiste des événements parfois un peu traumatiques, Voilà. parfois un peu, Parce que voilà. ces films-là, Les Crimes du Futur et Linceul de Shroud, surtout les de Shroud, je me dis pas, tiens, Cronenberg, je ne comprends pas pourquoi il se fait ce film-là. Mm. Je me dis, bah non, en fait, il a encore des choses à dire. Là, il nous parle d'une facette de sa vie très directement, ce qu'il n'avait pas fait dans Les Crimes du Futur, par exemple. Tu vois. Ouais, Concrètement, ça carrément. parle pas de ça. Les Crimes du Futur, c'est plus une vision qu'il a de notre monde contemporain. En fait, il en Mm. fait une espèce de métaphore un petit peu Oui. politique, alors que là, ça part de lui, en fait. Mm. C'est vraiment c'est beaucoup plus intime. C'est un film intime, hein, Ouais, ouais, vraiment, complètement, Les complètement. linceuls. Donc voilà. Je pense pas que Viggo Mortensen dans Les Crimes du Futur soit un Soit une miroir représentation voilà, de Cronenberg. Non, non, non. Cronenberg. Alors que là, non, mais là, surtout Alors elle est qu'en directe. plus, on aurait pu s'y attendre, étant donné que c'est Mortensen et qu'il a énormément collaboré Oui, avec lui, aussi, etc. ouais. Tu vois, il y a un truc un peu plus logique. Mais non, je pense pas. Je te coupe, mais je crois que c'est Mortensen qui avait été annoncé hein, pour jouer à la place de Vincent Cassel. Ah ouais, Ouais. Ouais. Ah, bah ça aurait Et été Léa Seydoux logique. dans le rôle de Diane Kruger. Et c'est Diane Kruger. Bah, c'est marrant parce que c'est exactement le même casting que Les Crimes du Ouais, Futur. Du coup. ça devait être ça. Ouais, Ça ok. devait être ça. Ah, c'est étrange. Bah, c'est vrai que, ouais, moi, je trouve que, alors, aujourd'hui, on a cassé, c'est très bien comme ça, mais c'est vrai que ça aurait Ah oui, moi peut-être je fait trouve plus super. sens parce que c'est presque l'acteur qui représente le mieux Ouais, son mais style. ouais, bah. Sans pas l'acteur. Ouais, oui, non, bien sûr. Non, mais moi, Cassel, je le trouve intéressant dans le rôle. C'est juste que c'est vrai, après, c'est peut-être sa manière de jouer un petit peu. L'anglais, enfin voilà, de jouer en anglais, c'est pas. Quand il jouait, parce qu'il avait un accent russe, il jouait un mafieux russe dans Les Promesses de l'Ombre, ça passait bien, moi j'aimais bien. Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. que Mais... l'emphase qu'il avait en tant que personnage, en tant que mafieux russe, même si son jeu, tu pouvais le trouver un petit peu grandiloquent, je trouve que ça passait, parce qu'il jouait un mafieux russe Ouais. complètement bourré, tu vois, complètement Oui, pervers, qui donnait des ordres, voilà. C'était une caricature, Peut-être, l'accent russe. bah, en tout cas, l'archétype était une caricature. Donc lui, Ouais, dans le jeu, ça. il y avait pas de déperdition par rapport Ouais. au jeu. Alors que là, il joue un personnage plus posé, tu vois. Plus subtil, en fait, tout simplement. Ouais, ça. C'est ça, donc ouais. Ouais, bah après la notion d'accent, c'est vrai que c'est toujours quelque chose en acting. C'est peut-être l'exercice le plus intéressant dans l'acting et le plus dur à. Tu l'as pas, quoi, je pense. Mais vu que la paranoïa dans le film, le côté thriller paranoïaque, et d'ailleurs on en voit peu, hein, des films des thrillers paranoïaques, c'est un genre qui s'est un petit peu démystifié, hein, moi je trouve. Hein. C'est-à-dire qu'on en, tu vois, c'est pas, enfin, moi, là, je me dis que celui-là, ça peut potentiellement en être un, enfin, en tout cas, on peut le considérer comme tel. J'en vois pas tous les jours je pense que c'est un genre intimidant. Peut-être. En fait, c'est direct quand tu penses à thriller paranoïaque, il y a vraiment une notion de maîtrise, qui devrait être le cas pour tous les genres et qui devrait être le cas quand tu fais un film. Mais c'est vrai que la notion de thriller paranoïaque, il y a une notion de maîtrise narrative indéniable, tu vois, qui s'impose tout de suite. Mais Cronenberg est un narrateur. C'est ça le truc, c'est que Cronenberg est un vrai narrateur. Ouais, bah c'est vrai que oui, et je pense qu'il l'a encore plus prouvé. Enfin voilà, je pense que comment dire, en faisant un certain virage, en étant moins mais même dans ces films plus sur le divertissement, quoi, c'est quand même des films avec de vrais personnages qui portent quelque chose, etc. Et ouais, non, bien sûr, mais c'est pour ça que pendant mon qui n'est pas, tu vois, par exemple quand il y avait ce truc de ah là là, il va parler de l'IA. Ouais. Le vieux monsieur qui va parler de l'IA, fou là là, j'ai un peu peur, tu vois. Genre voilà, mais faut pas oublier que Cronenberg, il parlait de technologie. Quand même, il était assez de manière détournée parfois. Voilà, et mais quand même, et avant qu'elle soit dans nos foyers, hein, donc vraiment, il a su conserver une avance, quoi. C'est quelqu'un qui a une logique qui fait qu'il arrive à conserver une certaine avance, quoi. C'est ça, il arrive à la traiter d'une manière, beaucoup plus intéressante. Par exemple, Coppola. Bon, dans Megalopolis, il a quand même. On parle de vieux cinéastes, enfin vieux, je sais pas.
non, mais je vois ce que tu veux dire. Une manière, disons, un petit peu plus désuète de parler Dépassé, de chat. hein. De ça, ouais. Dépassé. C'est ça, non, mais c'est ça, désuète, Non, c'est mais ça. voilà, je pense qu'on peut le dire. Non, mais oui, mais voilà, faut play ce mot-là, quoi, je pense vraiment. c'est- Les linceuls, c'est un film qui est, je trouve, enfin, comme film contemporain, je pense que c'est un film contemporain plutôt intéressant. Si on Ah parle de oui, film bien contemporain, sûr, tu bien vois. sûr, Megalopolis, ouais. c'est un exemple, hein, mais on peut en citer Ouais. d'autres, mais j'ai la sensation de me dire que ce film-là, il est très en retard. Vraiment, très, Il- très, très en il- retard. Il est en retard parce que ça fait 20 piges qu'il le développe aussi. Hein. C'est Peut-être. ça, hein, oui, je pense que voilà, hein, c'est alors que ouais, Cronenberg, il a su mettre le doigt sur son temps, peu importe, parce qu'en fait, c'est un cinéaste qui traverse les années quand même. Ouais, En c'est fait, ça. c'est ça. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde parce que il y a encore des cinéastes qui arrivent quand même à faire des films qui vont se tenir, même s'ils ont moins de choses à dire. Ils vont quand même arriver à faire des choses qui vont se tenir. Ils vont surtout faire des choses qui vont commenter leur propre cinéma. Mm. Et donc, on peut y trouver un intérêt. Ouais. Voilà, toi, c'est vrai que Scorsese, toi, les derniers, ça t'intéresse pas trop. Oui, c'est Moi, je trouve Scorsese, qu'il arrive- c'est l'exemple. Voilà, mais moi, je trouve qu'il arrive encore à dire des choses, mais c'est vrai qu'il dit des choses sur son propre cinéma. Bah moi non, mais moi quand voilà, c'est parce que oui, on a eu cette discussion à la sortie de la séance, c'est vrai que moi quand je vois des gens bah voilà, comme Spielberg, comme Michael Mann, comme David Cronenberg, Donc, il est moins vieux. et quand si beaucoup, tu rigoles, il est plus vieux, il a 80 Ah ouais 80 bien sûr. Je le voyais plus, Je d'accord. crois ok. qu'il a plus de 83, je crois. C'est genre Ah ouais. l'année Terry Gilliam, tu vois, un truc comme ça. Ah, Il je a le vraiment voyais ouais. moins, ok, je sais pas pourquoi. Non, il est plus vieux. Ok. Et mais c'est toute enfin ce qui est intéressant chez Michael Mann, c'est qu'en fait il est arrivé, c'est-à-dire sur le que tard. il arrive sur le tard, il fait son premier film, il le fait en 79-80 quoi. Donc Ouais. avant il faisait des films, Qui ressort tu vois. Ouais. Qui ressort. C'est vrai. Ouais, qui Non, ça ressort. c'est la Forteresse Noire qui ressort. C'est Ah oui, son oui, deuxième la ça. Forteresse Noire, Son deuxième. Mais c'est vrai qu'il ressort. Ouais. Ouais, C'est vrai. Je voulais pas le mentionner, mais bon. Je suis méchant. Oui, mais je dis ça parce que Non, je plaisante. Non, mais c'est juste pour dire que ces réalisateurs-là qui continuent encore de faire des films qui sont pas forcément hyper prolifiques, quoique Spielberg quand même, mais voilà, Michael Mann, Cronenberg, tout ça, qui continuent à faire des films alors que c'est des vétérans quand même. Quand je vois à côté des gens comme Ridley Scott, comme Cronenberg, comme Scorsese, pardon, qui pour moi bon, Ridley Scott c'est vraiment quelqu'un qui a fait des films que j'ai très peu aimé de films de Ridley Scott, mais quelqu'un comme Scorsese qui est à peu près de la même génération que quelqu'un comme Spielberg, bah je me dis mais qu'est-ce qu'a Ridley Scott encore à nous dire qu'il ne nous ait déjà pas dit dans les années 90, voilà, dans les années 60, 70, 80, jusqu'à la fin des années 90 quoi. Voilà, exactement. Alors que quelqu'un comme Cronenberg, quelqu'un comme Michael Mann, je me dis, bah, ils ont toujours une vision sur le monde, ils ont toujours quelque chose à nous dire qu'ils nous a pas déjà dit. Voilà, j'ai pas l'impression qu'ils radotent, en fait. Des gens comme, voilà, Ridley Scott, Scorsese, c'est quand même dur, quoi. C'est dur de, voilà. Non, mais c'est là où non, parce que, voilà, voilà, Scorsese, il a fait son film, il n'y a pas, Killers of the Flower Moon, c'est l'année dernière, je crois, non? Ouais, Ou l'année d'avant. ouais. Cronenberg, voilà, il sort son film, il y en a d'autres qui sont encore sur d'autres films. On voit un petit peu les parallèles, on se dit, mais voilà, c'est des cinéastes qui sont pas forcément de la même génération, mais qui ont pas des âges si éloignés. Ils continuent, ils sont encore en activité. Voilà, moi, en tant que spectateur, je me dis, bah voilà, quand je vois un film de Scorsese aujourd'hui, je ne comprends pas. Déjà, je comprends pas ses films, je comprends pas ce qu'il a à en dire, je comprends pas pourquoi il fait ses films. Je me sens complètement à l'écart. Je me dis qu'en fait, il tourne pour tourner. Là où je vois quelqu'un comme Cronenberg qui fait les linceuls, et je me dis, bah en fait, non, là, je me dis que ce film, il était précieux pour lui, et qu'il a besoin de se confier, et qu'il a besoin d'en dire quelque chose, et qu'il prend pas De Niro et DiCaprio comme caution collaborative. Oui, Non, pas caution scorsésienne, parce que c'est une voilà, non, c'est vraiment. Bah, c'est des figures de son cinéma à lui. Non, mais c'est des figures qui sont tout le temps dans son cinéma, Bah, encore voilà. aujourd'hui. Bah oui, mais Oui, collaboratif, c'était le bon mot, t'as c'est quand ils sont pas là, ces films, voilà, c'est des films qui sont foirés, quoi. Donc, et c'est ces films les plus intéressants. Donc, Silence, par exemple, bien sûr. Non, mais c'est juste un exemple, hein, mais. Non, alors moi, en fait, Ridley Scott, regarde les acteurs qu'il prend pour continuer. Hein. Il prend les nouveaux, il prend Paul Mescal pour faire Gladiator 2, tu vois. Enfin, c'est quand même. Autant Scorsese, moi, j'y trouve encore de l'intérêt, surtout dans son commentaire qu'il a de son cinéma à lui, en fait, surtout que plus que sur sa. C'est quand même un gars qui regarde beaucoup plus en arrière et qui a un commentaire sur son art plus que sur sa personne, tu vois. Mais Ridley Scott, ouais, non, par contre, je sais pas. J'ai pas de. Non, mais c'est voilà. Ouais, non, Ridley Scott, là, ça commence à tourner à vide. Non, ça commence pas. Mais Scorsese tourne à vide depuis 20 ans. Je trouve pas. Moi, je te dis. Enfin, après, on en parlera peut-être. Hein, mais... Ouais, un épisode sur Scorsese, pourquoi pas. Ouais, on va peut-être pas développer là, mais en tout cas, ouais, voilà. C'est en tout cas, ça nous fait du bien
pour en revenir à Cronenberg, d'avoir des cinéastes comme ça qui traversent les époques Ouais. et qui ont quand même encore des choses à dire sur un point de vue sur le monde. Qui essayent de renouveler leur thématique, malgré, en fait. Voilà, tout malgré leur expérience avancée, Mhm. etc. Voilà, je sais pas. Leur âge. Voilà, c'est ça, leur âge. Voilà. Je pense qu'on pourrait, tu citais Spielberg, on pourrait citer George Miller aussi. Miller, tout à fait. Cameron qui reste un pionnier. sûr, Je veux bien dire, sûr. le mec, voilà, quoi, ça reste un pionnier Mhm. technologique, etc. Quoi, Complètement. donc, ouais, donc c'est. Non, oui, c'est vrai que ça fait du bien et c'est le bienvenu. Et malgré tout, dans le paysage hollywoodien, je veux dire, il y a peu de réals de 50 ans, 40 ans qui nous proposent des choses. Et c'est vrai que, C'est ça. voilà. Il faut attendre les vieux de la vieille. Ouais, c'est quand même triste, faut attendre. Moi, C'est pas normal, hein. Je vais attendre Avatar ou Furiosa pour être content d'aller voir un blockbuster. Ouais. Tu vois. Ah non, peut-être Mission Impossible. Non, mais voilà, mais enfin, je veux dire, vite fait, quoi, tu vois, genre, je l'attends pas autant qu'un Avatar ou un George Miller. Oui, ou bah un je me Spielberg, doute. tu vois. Genre, Bah heureusement, merde. Bah oui, heureusement. Non, mais oui. Non, mais je me doute, ouais. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, ouais, ça en dit peut-être quelque chose là sur cette industrie qui Périclite. commence, bah c'est ça en fait, je pense qu'on développera là au fil des épisodes là qu'on va faire, parce que je pense qu'Hollywood on va en parler. Ouais. Voilà, Sans doute. surtout si on aime, on va traiter un peu forcément des sorties. Je pense, ouais, il y a ouais, ça flop, etc. Peut-être le nouveau Mission Impossible, du coup. Peut-être, mais non, mais enfin je dis peut-être, mais en vrai. Sous la direction de Damien, Oui, qui me force à aller voir. Bah oui, en fait, oui, je te force parce qu'en fait, tu fais n'importe quoi. Non mais voilà, c'est ça. Non mais il faut. Non mais peut-être. Franchement, on peut. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a à commenter sur Hollywood et sur pourquoi c'est les vieux de la vieille qui font encore le taf. Pourquoi Cronenberg est un des vieux de la vieille, comme on dit, avec tout le respect qu'on a pour lui. Oui, bien sûr, c'est une expression. Encore on va dire les plus intéressants, malgré nos appréciations, peu importe. En fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut quand même aller voir le nouveau film de Cronenberg. C'est ça au final. C'est ça en fait. Quoi qu'on en pense, il y a une richesse, parce qu'en fait c'est ça en fait aussi, c'est un peu la raison d'être de ce podcast. C'est pour ça que là, on va un peu conclure, c'est que au-delà du j'aime pas, c'est ça en fait, les reviews, les machins, les trucs. Quand t'écris pour une revue ou j'en sais rien. Attention Damien, attention. Non mais tu dois forcément, tu sais, t'as 2 étoiles et demie sur 5. Oui, machin, tu dois forcément choisir un camp, choisir une chapelle. C'est ça. Et en fait, nous, on va aller un peu au-delà de ça. On veut créer le dialogue, on veut essayer de décortiquer ce qu'il y a à décortiquer, au-delà du j'aime pas. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait de conversation. Voilà. Se poser des questions à partir d'un point de vue d'un réalisateur qui sait lui poser des questions, qui a une vision des choses sur le monde, sur lui-même, sur son contemporain, et se dire que qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qui réussit peut-être un peu moins, et en plus un grand nom comme David Cronenberg, quoi. Donc de toute façon, je pense qu'on peut renvoyer les gens qui nous écoutent à la filmographie de Cronenberg, de toute manière. Qu'est-ce que tu conseillerais comme film peut-être de Cronenberg pour si on en conseille un ou deux, voilà, chacun, tu vois, comme ça on conclut. Bah, c'est vrai que là, vu le lien, Crash, ouais, peut-être, ouais. Crash, c'est pas inintéressant de les mettre en. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il y a un petit parallèle à faire là, voilà. Mais sinon, moi j'aime bien Cosmopolis. Vraiment, ouais, vraiment. Et beaucoup plus compliqué quand même. Ouais, plus compliqué, ouais, qui vraiment là est dans le psychologique, quoi, vraiment, voilà. Mais on est dans une bagnole, hein, pendant tout le film. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de huis clos qui. Et là, tu sens la maîtrise du mec totale, quoi. Vraiment, c'est un de ses films en tête. Ça, c'est vraiment formellement, ça c'est hyper fort. Ouais, et même aussi futuriste un peu. Ouais. Aussi, et mais beaucoup plus dépréciatif, je trouve. Voilà. Là, beaucoup plus quand même assez. Qui monte plus les dents. Mais moi je trouve qu'il a une maîtrise formelle dans celui-là sur gestion de l'espace, une gestion de la narration, et Pattinson. Une gestion de machin. Et Pattinson, voilà, c'est ça, c'est que je me rappelle, apparemment, il y a quand on m'en avait parlé, c'est que il y a les petites fans de Twilight qui voulaient aller voir du Pattinson et qui se retrouvaient avec un Pattinson qui se ah ouais, bah oui, bien sûr. Et fouiller le fondement, quoi. Donc, voilà, c'était voilà, mais oui. Et super, voilà, et Pattinson, voilà, qui prouve que moi j'aime bien quand Cronenberg il a un sens du casting aussi. Ouais. Voilà, il prend pas forcément il y a pas une notion de vas-y, c'est la tête d'affiche du moment qui va faire vendre mon film, même si parfois ça peut être le cas, tu vois. Il a un sens du casting aussi, vraiment. Ça, et je pense que on le loue pas assez pour cette direction d'acteur. Je pense qu'il y a de ça également, et
Cosmopolis, c'est un film. Il tournera 2 fois avec Pattinson hein, dans Cosmopolis, Micropolis, et Cosmopolis et Maps to the Stars. Star, évidemment. Avec Julianne Moore. Oui, mais c'est un grand acteur, Ouais. Pattinson. Donc, voilà, Complètement. Donc, il n'y a pas de raison. Tout à fait. Non, mais ouais, voilà. Donc, c'est les 2 films là que je conseillerais, voilà, qui sont un peu près... Donc Crash et Cosmopolis. Ouais, voilà. Qui sont pas très éloignés du coup. Hein. Pas très éloigné, ouais, j'aurais pu en Aussi. conseiller avant. Mais après, je vais dire La Mouche, je vais dire Existence, je vais dire, les gens, ils ont pas. Mais ça, c'est des films qu'il faut voir. Ils ont pas forcément besoin de moi pour y aller. C'est des films vraiment formidables, là, pour le coup. C'est du très, très grand Cronenberg, là, La Mouche. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, c'est que c'est des films, ils ont pas forcément besoin de moi pour y aller, pas forcément besoin de nous pour y aller vers ces films, tu vois. Non, c'est ça, non, mais c'est bien aussi c'est bien, on le dit, tu vois, oui, au moins on le dit, on redirige, oui, voilà, oui, c'est oui, bien. Vrai. La Mouche, vraiment, alors là, oui, c'est quand même. Bah, tu peux le prendre. J'aurais dit non parce que je suis comme toi. Tu vois non, mais parce que, enfin, t'as raison. Techniquement, on n'aura pas besoin, mais voilà, c'est juste non, ça peut arriver. Oui, c'est bien de dire que La Mouche c'est aussi Cronenberg. Donc oui. voilà, on l'oublie pas. Mais pour autant, ouais, non, je redirigerai plus vers des films que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui sont des films probablement que je préfère parmi les films que je préfère de Cronenberg, qui sont Butterfly et Spider, qui sont vraiment, vraiment Butterfly tragédie, mélodramatique, très très dur, mais une vraie tragédie. C'est très rare les vraies tragédies aujourd'hui. Donc voilà, et Spider, qui est vraiment un film incroyable, beaucoup plus sombre que peut-être son plus l'un de ses films les plus, tu vois, les plus comment on pourrait dire nihiliste, je dirais. Ouais, nihiliste, ouais. C'est pas mal nihiliste, ouais. Et il le traite de cette manière-là, c'est-à-dire que vraiment sa mise en scène, alors là, je pense c'est un de ses films les mieux réalisés. Je trouve vraiment Spider. Oui. Et Ralph Fiennes qui est extraordinaire. Je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est vraiment un film incroyable, quoi. Donc pas facile d'accès forcément, mais si on oui, là on conseille pas la porte non, mais c'est pas grave, on le fait quand même, tu vois, parce que c'est important, c'est vraiment des films mais comme je l'ai dit au début, je pense que c'est un cinéaste exigeant. Ouais, bien sûr. Et puis c'est bien de toute façon de revoir quand même. Moi je me rappelle cette anecdote parce qu'il a pas toujours été, il a été malmené Cronenberg aussi quand il faisait ses films aussi, c'est pur body horror. Voilà, c'est La Mouche, Chromosome 3, Vidéodrome, tout ça. Je sais que j'ai entendu dire que effectivement par certains critiques, il avait une réputation et c'est-à-dire qu'on avait une vision de lui qui était quand même très très basse par rapport à ses qualités de metteur en scène. Moi, je me rappelle l'anecdote d'un critique qui disait, qui avait fait sa thèse sur le Vidéodrome de Cronenberg. Il va dans une filmothèque pour se renseigner, pour choper du Cronenberg et pour revoir ses films. Et il demande à un des mecs, voilà, qui dirigeait la vidéothèque ou la filmothèque, peu importe. Et il lui dit, qui était lui-même un critique, il lui dit, je cherche le rayon Cronenberg. Il lui dit comment? Cronenberg, il lui dit, ah oui, alors pour le rayon pornographique, c'est au fin gauche. Oui. Donc il avait Cronenberg, voilà, il a pas toujours été respecté. Ouais. Cannes, c'est arrivé quand même bien après. Hein, c'était un vrai freak. Ouais. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est aussi que ces cinémas-là tirent leur essence du fait que ce soit au départ la marge. Complètement. Et que maintenant, oui, machin. Mais c'est ce qu'on lui a reproché beaucoup aussi, c'est qu'aujourd'hui, voilà, depuis qu'il est passé au cinéma vraiment psychanalytique, on dit qu'il a perdu un petit peu la figure du monstre par laquelle il parlait. Et moi, je pense qu'il en parle différemment. Moi, je pense qu'il y a vraiment 2 facettes effectivement et 2 étapes dans sa filmographie. Mais par exemple, moi, il y a des films comme Les Promesses de l'Ombre que je trouve très intéressants, en fait, et très réussis à plein d'égards. Donc évidemment, c'est pas ses grands films. Mais de là à dire qu'il a périclité, je sais pas. Je suis pas forcément. Je pense que c'est un auteur un petit peu différent qui a certes été respecté depuis par l'Académie, mais Les Linceuls me fait dire et me fait voir qu'il a encore des choses à dire. Ouais. Et un deuxième film, tu avais dit 2. Butterfly et Spider. Ah oui, c'est vrai. Butterfly et Spider. Ouais. Bah voilà. Donc on va conclure. Écoutez, Ouais, sur premier épisode, quoi. Voilà. Vraiment. Merci de nous avoir écoutés. On espère revenir. On sait pas la gueule que ça va. On sait pas, mais on verra. On va essayer de sortir ça. On va essayer de. C'est ça. On espère revenir très vite. Voilà, de revenir très vite. Et puis puis après, je me dédouane peut-être en disant ça, mais on espère peut-être que ce sera pas trop décousu. C'est vrai que c'est une première. On espère aussi progresser, mais je pense qu'on a l'important, c'est d'avoir de la consistance, quoi. Ouais, on espère que
comment dire, les articulations d'explication de l'intrigue sont plus dues. C'est pas pour rejeter la faute sur Cronenberg, mais sont plus dues, voilà, à l'intrigue un petit peu déflexible que de notre. Mais peut-être, mais bon, en même temps, c'est voilà, c'est un peu, c'est tellement. C'est vrai que l'intrigue est quand même, voilà, c'est ça. Je pense qu'on aura des films peut-être plus faciles à structurer. Mais ça vaut le coup quand même. Le film vaut le coup pour plein de choses. Je sais pas combien de le film plastiquement est très intéressant. Je sais pas quand on sortira ce podcast. Ouais. Mais ouais. Enfin bref. En tout cas, voilà, ce fut un plaisir. Ce fut très intéressant. Voilà, c'est de revenir sur ce film. C'est pas notre premier enregistrement, mais c'est le premier qu'on sortira. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de revenir. D'en discuter, c'est ça, vraiment. Et on espère que ça va se poursuivre comme ça, c'est le premier épisode dans des conversations sur le cinéma, sur des réalisateurs qu'on aime ou peut-être qu'on n'aime pas. On se projette d'un point de vue pratique, mais pas vraiment d'un point de vue théorique. Tu vois, c'est-à-dire qu'on sait pas vraiment les films qu'on va traiter. On se laisse guider, les réalisateurs aussi, et voilà. Quoi. En fait, par notre instinct et par notre cinéphilie, tu vois, genre, quand on regarde des films, ce qu'on aime, on n'a pas d'agenda non plus. C'est ça. On a un trou là, on a un trou là. C'est ça, voilà. Donc c'est aussi pour correspondre à cet état d'esprit cinéphile qu'on va un peu réfléchir à notre programmation. Là, je fais des guillemets avec les doigts. Ouais. Voilà, donc c'est voilà. Bon, en tout cas, on est content de revenir très vite. On va revenir très très vite. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. C'est quoi les formules de prise de congé dans un podcast? Abonnez-vous, partagez, regardez. Voilà. On va être obligé de dire ça maintenant. On va être obligé de dire ça. Tu le diras. Et abonnez-vous, partagez, regardez. Like, donnez sur notre Tipeee. Mais insupportable. Non, mais merci de nous avoir écoutés. On vous si vous avez aimé, bon. Bientôt. Mais en vrai, est-ce qu'on a besoin de dire ça? Moi, au fond, ils savent. Mais tu vois, y a pas. Bonne question. Non, je pense que. Par principe. Non, en vrai, non. Juste, souhaiter beaucoup de cinéphilie à ceux qui nous écoutent, de pouvoir découvrir des choses, de pouvoir, y a pas, vous êtes pas obligé de revenir au deuxième épisode. Non, mais si vous appréciez, encouragez-nous à continuer. Oui, malgré tout, mais en fait, nous, le plus important, c'est de pouvoir créer des discussions, pouvoir créer, pouvoir parler de cinéma librement. Voilà, pouvoir parler de cinéma, c'est ça le plus important. Voilà, après, c'est vrai que nous, on n'a pas de plan. Donc, voilà. On démarre ça, on verra où ça nous mène. Exactement. On est très contents en tout cas. Ouais, super. On se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Et voilà, c'était Movie Goals et on se quitte. Salut. Ciao.